Eh ben, bonjour, on est très content d'être ici. Merci à Neil et Brume de nous avoir invités. On s'était rencontrés à Passage en Seine et apparemment, ça avait un peu tilté quand on avait parlé monnaie libre. Donc, on est venu pour vous parler de ça. Nous, on va faire ça rapidement. On va vous présenter le concept général en une demi-heure. On va essayer en tout cas parce que c'est assez vaste, vous allez voir. Et derrière, on a Héloïse qui est venue spécialement pour vous de Montpellier pour vous expliquer comment fonctionne techniquement la blockchain. Donc, on va se présenter. Moi, je m'appelle Cédric et je suis non pas codeur, mais comédien. Aucun rapport. Et bonjour, moi je m'appelle Adrien et je suis ingénieur du son. Voilà. Donc voilà, musicien. Bon, bien, pourquoi voilà. est-ce qu'un musicien et un comédien viennent faire l'intro générale auprès de futurs développeurs? C'est vrai que ça peut paraître un peu surprenant, mais en fait, c'est pour présenter le point de vue utilisateur. Et pour vous montrer que si un comédien et un musicien comprennent comment ça marche, je pense que c'est accessible à tout le monde. Voilà, donc changement de paradigme. La monnaie libre, pourquoi? On va voir ça tout de suite. On va commencer par un petit historique rapide, c'est-à-dire d'où ça sort la monnaie libre, comment c'est arrivé. En fait, en 2008, pendant la crise de 2008, il y a un ingénieur mathématicien français qui s'appelle Stéphane Laborde, qui s'est posé la question de savoir si, mathématiquement, il était possible d'imaginer un système monétaire dont la création monétaire n'avantage personne. Donc, c'était au départ un exercice mathématique. Il a mis un an et demi à écrire sa théorie, à la développer. Ça a donné la théorie relative de la monnaie qui sort en 2010. Très rapidement, des développeurs vont s'y intéresser dans l'année qui suit. Et il y a un certain nombre de développeurs, dont Cédric Moreau, alias C-Geek, c'est son pseudo dans le monde de la monnaie libre, ainsi que Benoît Lavenier, qui vont, c'est pas les seuls, mais c'est les principaux, qui vont forger, qui vont fabriquer cette blockchain et cette monnaie, qui va sortir en 2017, en avril 2017, et qui s'appelle la G1 ou June. Voilà pour le gros de l'historique. Alors, on va enchaîner sur le fait qu'on va parler de la théorie relative de la monnaie et des définitions des termes qu'on va utiliser aujourd'hui. Et donc, pour définir la monnaie, donc dans monnaie libre, on a monnaie et on a libre. On ne va pas s'étendre vraiment sur le sujet très très longtemps, mais c'est juste pour comprendre le principe. Si on veut résumer le principe de la monnaie, on a pris les meilleures photos qu'on a pu trouver. Donc là, c'est ce qu'on appelle le problème des trois producteurs. Donc vous voyez, en fait, là, nous sommes dans un cas où on produit chacun des choses. Donc Cédric produit des carottes, et Héloïse produit du maïs, et je produis des fraises. Et donc, si on peut passer à la suivante, histoire d'avoir l'explication. Donc là, en fait, on est dans un cas où chacun veut ce que produit une personne, mais pas l'autre. Donc dans ce cas de figure, en fait, ce qu'on appelle le problème des trois producteurs, c'est qu'on voit qu'en fait, ça peut bloquer très très vite si on pense les choses en troc. Et parce qu'effectivement, Héloïse, moi je veux du maïs, mais j'ai pas forcément envie on n'a pas forcément envie de s'échanger mutuellement ce qu'on produit. Et donc en fait, la monnaie, en fait, c'est juste un outil qui permet de simplifier ce petit exemple qui en fait devient de plus en plus complexe plus on est nombreux. Et voilà, donc c'est juste pour qu'on remette vraiment dans la tête le principe de la monnaie. Donc si on passe au suivant. Donc la monnaie, d'après Aristote, elle est définie de base comme ça. C'est-à-dire que c'est un intermédiaire des échanges, donc c'est quelque chose qui va nous servir à échanger avec d'autres et qui va simplifier le fait qu'on veuille échanger des choses avec des gens. Aristote parlait de réserve de valeur. On va voir tout de suite que c'est plus du tout le cas avec la monnaie libre. Et une unité de compte dans le sens où en fait, ça nous permet de compter, de comptabiliser, d'évaluer, de dire ça c'est 2 fois plus que ça vaut autant, enfin ça permet de compter, quoi. Donc voilà, nous on va parler de ça selon la théorie relative de la monnaie dont Cédric a parlé. Donc vous voyez, vous pourrez la télécharger ici, elle est en licence libre, bien évidemment, donc vous pourrez la lire et tout de suite voir comment ça marche. Et donc les définitions qu'on donne, c'est par rapport à la théorie relative de la monnaie. Et dans la théorie relative de la monnaie, en fait la monnaie va perdre cette fonction-là, on va voir plus tard pourquoi. Mais du coup, elle reste quand même un intermédiaire des échanges et une unité de compte par rapport à ce que Aristote disait. C'est la suivante. On se rôde. Et donc, dans la théorie relative de la monnaie est considérée comme, en fait, c'est simplement des chiffres que l'on va s'échanger. C'est un système comptable, en fait. C'est juste création de chiffres. Après, ils peuvent prendre différentes formes.
mais ce sont juste des chiffres dans lesquels on va mettre de la confiance. Parce qu'effectivement, si j'arrive vers vous avec un billet de Monopoly en vous disant le salaire c'est ça, en fait on sait très bien qu'il n'y a pas de confiance derrière, ça sert à rien. Donc les chiffres plus la confiance, c'est quelque chose qui va nous donner en fait la monnaie et qui va devenir donc un outil d'échange, donc carrément une valeur. C'est-à-dire que 10 euros, on va pouvoir carrément dire que c'est une valeur, par exemple, que ça a une valeur, enfin ça va représenter une valeur différente pour chacun, mais ça peut prendre la forme d'une valeur. Mais c'est une valeur qui elle-même mesure aussi. Donc en fait, c'est une valeur qui s'échange, mais c'est également une unité de mesure. Et ça, c'est important. C'est assez important parce que c'est-à-dire que c'est quelque chose qu'il faut en avoir pour mesurer. Voilà, donc c'est vraiment ces deux notions que la monnaie prend d'après la théorie relative de la monnaie. Donc maintenant, on va définir la liberté. Ça va être beaucoup plus simple. Alors, la liberté dans le monde de la monnaie libre et du logiciel libre, puisque c'est la même en fait, c'est la même définition de la liberté, elle est conçue comme une non-nuisance symétrique vis-à-vis de soi-même et d'autrui. Ça revient à l'ancien adage, la liberté des uns s'arrête où commence celle des autres. Ça veut aussi dire qu'une liberté que je m'accorde, je dois l'accorder aux autres. Il peut y avoir beaucoup de définitions de la liberté. Celle-là est vraiment celle qui correspond au libre. Et elle est très importante. On va voir pourquoi après. Parce qu'en fait, quand on parle d'accès aux ressources, cette définition de la liberté permet d'éviter que quelqu'un s'accapare les ressources. Puisqu'on doit toujours en laisser suffisamment pour les autres. C'est une des règles de la liberté dans le cadre du monde du libre. Il y a, comme dans le logiciel libre, il y a 4 libertés fondamentales qui sont les piliers de la monnaie. Alors, la première liberté, c'est de choisir sa monnaie. L'individu est libre du choix de son système monétaire. Ça a l'air de rien dit comme ça, mais par exemple, pour l'euro, le dollar, etc., il n'y a pas le choix. C'est-à-dire que vous êtes obligé de l'utiliser pour aller acheter votre baguette, pour payer toutes les choses de la vie. Si vous allez à votre boulangerie et que vous proposez une autre monnaie que l'euro, il y a quand même de fortes chances, même si normalement on devrait pouvoir acheter avec n'importe quelle monnaie. Mais de manière pratique, c'est pas le cas. On est obligé d'utiliser de l'euro. Dans le monde de la monnaie libre, on a la liberté de son choix monétaire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y en a qu'une, mais demain, il y en aura peut-être 2, 3, 5, 10, je ne sais pas. Vous pourrez, a priori, toutes les utiliser. La deuxième liberté, c'est évidemment, comme dans le logiciel libre, l'accès et l'utilisation des ressources. C'est-à-dire que tout le monde doit pouvoir avoir accès et utiliser les ressources. Toutes les ressources, aussi bien naturelles que monétaires, que toutes les ressources. Avec, bien sûr, la notion de liberté très précise du libre, c'est-à-dire le fait qu'on n'ait pas le droit de s'accaparer ces ressources. Alors que c'est vrai que dans ce qu'on appelle la monnaie de dette, c'est-à-dire l'euro, le dollar, tout ça, on nous pousse plutôt à s'accaparer les ressources pour être le plus riche possible. La troisième liberté, c'est la liberté de produire et d'accorder de la valeur à toute chose matérielle ou immatérielle, comme bon nous semble. C'est-à-dire si on produit quelque chose, une œuvre artistique, un meuble, du code, etc., eh bien on doit pouvoir décider de la valeur de ce qu'on a produit. Ça paraît évident, mais c'est pareil, en euros, c'est pas forcément évident. Quatrième liberté, évidemment, c'est celle d'échanger dans la monnaie de son choix. Voilà pour les 4 libertés fondamentales. Je précise une petite chose sur la première liberté. Si une monnaie libre permet aux utilisateurs de respecter ces libertés-là, ça veut dire qu'une monnaie libre ne peut pas s'imposer. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire tu es obligé d'utiliser une monnaie libre. Mais non, sinon déjà la première liberté est déjà bafouée, c'est pas possible. Donc une monnaie libre ne s'impose pas, elle se choisit librement. Alors, on va du coup maintenant parler de ce qu'on appelle le code monétaire. Donc ça, Stéphane Laborde en parle assez souvent, et pour lui c'est ce qui est principal dans la monnaie. En fait, ce qu'on appelle le code monétaire, c'est pas forcément le code informatique qui permet à la monnaie d'avoir une forme, c'est simplement comment les unités monétaires de ce système monétaire vont être créées, sur quelles règles, quel processus et comment ça marche. Donc là, si on prend, histoire de vraiment essayer de mettre des exemples dessus, juste petit sondage, si jamais vous deviez expliquer dans une soirée à des potes comment l'euro est créé, comment ça marche, est-ce que ceux qui se sentent capables de l'expliquer à leurs potes peuvent lever la main, juste histoire de voir? Ok. Il doit y avoir peut-être quoi, un 6e de la salle? Ok. Alors, on va pas rentrer dans le détail parce que ça peut être très très long, mais il faut comprendre une chose, donner une petite image histoire de vraiment comprendre.
Vous rentrez dans une banque et vous voulez faire un crédit pour acheter une maison. Donc vous vous dites, on n'est pas à Paris, d'accord, la maison elle vaut 150 000 euros. Aujourd'hui, si on achète un chiotte, mais voilà. Mais donc 150 000 euros la maison, on va dans la banque, on se met devant, on s'habille bien, on met la main sur la poignée de la banque, on se concentre, on ouvre, on rentre et on négocie le crédit avec le banquier. Le banquier accepte, il nous fait donc on a 150 000 euros sur notre compte en sortant. Question, où étaient les 150 000 euros au moment où vous avez posé votre main sur la porte de la banque avant de rentrer? Voilà, il n'existait pas. Donc, en fait, il faut vraiment comprendre que l'euro, il est créé au moment où on fait des crédits bancaires. Vous allez dans une banque, vous demandez un crédit, l'argent n'existe, enfin la monnaie, on n'appelle pas ça argent, mais la monnaie n'existe nulle part, elle va être créée à l'occasion. Et quand vous remboursez le crédit, cette monnaie-là, elle est détruite. Donc on peut se mettre une image comme une baignoire. Quand on fait un crédit, ça rajoute de l'eau dans la baignoire. Et dès qu'on rembourse le crédit, c'est comme si on ouvrait la bombe de fond et que du coup, la quantité de monnaie en circulation diminue. Donc moins il y a de crédit, moins il y a de monnaie en circulation. Le Bitcoin, par exemple, fonctionne différemment. Le code monétaire du Bitcoin, c'est différent. Ce sont des machines qui sont mises à disposition sur un réseau, et les machines les plus puissantes, en faisant de la preuve de travail, hein, donc en calculant et en participant, minant. En minant, pardon. Des bitcoins vont être créés pour en gros récompenser ce travail des machines. Donc dans le bitcoin, les bitcoins sont créés selon une certaine règle, parce qu'il va y avoir un nombre maximum de bitcoins qui va être atteint, qui, si je ne m'abuse, 21 millions, qui ne sont pas encore atteints mais presque. Et ce sont les machines qui les créent en fonction de leur puissance de calcul. Donc, on peut réfléchir un peu, on se dit d'accord. Donc, du coup, je suis très riche en euros ou en dollars, je m'achète beaucoup de machines très puissantes, je calcule du bitcoin, du coup, je crée plus de bitcoin que les autres. Ce qu'on peut voir dans ces deux systèmes-là, par exemple, c'est qu'en fait, la façon dont la monnaie est créée n'est pas symétrique entre les utilisateurs. C'est-à-dire qu'il y a des gens, des humains, qui vont être privilégiés par rapport à d'autres. Dans le bitcoin, c'est ceux qui arrivent avant, ceux qui sont là depuis le début et qui ont investi dans des machines. Eux, ils créent plus de bitcoin que les autres. Et dans l'euro, c'est ceux qui arrivent à convaincre leur banquier ou simplement à avoir une force de persuasion ou avoir un projet qui va être rentable, on va dire. Donc le banquier va dire oui et va créer de la monnaie pour lui et pas pour l'autre. Moi, je fais de la musique. Si je vais voir un banquier pour créer un studio d'enregistrement, le mec va me dire ouais, mais tu vends quoi? Des CD. Bah non, tu vends rien du tout. Donc en fait, tu dégages. Et on va pas financer ça. Donc c'est-à-dire que l'euro, Bitcoin, on est face à une création asymétrique de la monnaie. Ouais. Et donc du coup, la monnaie libre, ce qu'il faut retenir, c'est ça qui est le fondement de la monnaie libre, c'est que les unités monétaires de la monnaie libre sont créées en égale proportion pour tous les utilisateurs de la monnaie libre, dans l'espace et dans le temps. C'est-à-dire, à un moment donné, tout le monde va créer la même monnaie tous les jours, tout le monde va créer la même proportion de la monnaie déjà en circulation, et dans le temps, les gens qui arriveront plus tard dans le système vont créer la même proportion de monnaie que ceux qui étaient là avant aussi. C'est-à-dire qu'il y a un vrai traitement symétrique entre les utilisateurs. Et ça, c'est la définition de la monnaie libre. Tout le reste, ce n'est pas une définition de la monnaie libre. Ça, c'est la particularité de la monnaie libre. Donc, petit tableau histoire de vraiment voir qu'il y a du rouge et du vert. Hein, c'est pas de la com, mais voilà. On peut faire vite fait une petite comparaison très simple. La symétrie de la création monétaire dont on vient de parler, on voit qu'effectivement, on l'a dans la monnaie libre et on l'a dans très peu d'autres monnaies. Je connais que la monnaie libre. Je touche pas l'écran, pardon. La transparence du code. Alors oui, on a eu le Bitcoin qui a un code monétaire, c'est-à-dire que tout le monde peut savoir comment le Bitcoin est créé, ce qui est déjà différent, une grosse évolution par rapport à l'euro. Mais bon, ça ne change pas en fait que ça reste quand même pas libre. Qui crée la monnaie? Donc on a quelques exemples différents. Voilà, les banques pour le cas de l'euro, quelques machines pour le Bitcoin et alors j'ai mis en fait qui crée la monnaie. Oui, ça n'a pas de sens effectivement. En fait, c'est tous les humains. Je voulais mettre voilà, désolé. Et est-ce que c'est décentralisé? Ça, du coup, oui et non. Ça, je pense qu'Aloïs va faire une précision importante là-dessus. Oui, en théorie. Pour le Bitcoin, mais non en pratique, parce qu'effectivement, ceux qui possèdent les machines les plus puissantes ont un avantage par rapport aux autres. Et du coup, en fait, on la mainmise en fait, proportionnelle sur le réseau. Voilà, donc petite comparaison, on peut passer à la suite, je pense. Alors, comment réaliser ceci exactement? Comment faire pour que ce principe fonctionne? Eh bien, c'est très simple. Enfin, c'est très simple. Grâce au dividende universel. Alors, le dividende universel, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est une proportion C, une petite proportion de la masse monétaire totale sur le nombre d'utilisateurs. Ce dividende universel va être créé par chaque
membre de la monnaie libre. Et détail très important, c'est la seule manière de créer de l'argent dans ce système. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autorité centrale qui peut du jour au lendemain dégager 10 millions, 1 milliard, etc. C'est pas possible. L'argent ne va être créé que par les membres. C'est la seule manière de le créer. C'est donc une création monétaire horizontale. Alors que jusqu'à présent, ça a toujours été pyramidal. Toujours. J'ai lu que peut-être on se pose la question de savoir si du temps de Sumer, il n'y aurait pas eu un peu l'équivalent d'une monnaie libre, puisque d'après ce qu'on a trouvé, la monnaie était déjà décentralisée à ce moment-là. Bon, je n'ai pas de certitude à ce niveau-là, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que depuis, ça fait dans les 8000 ans, c'est pas revenu. Donc le dividende universel, c'est la clé de voûte de la monnaie libre. Mais alors se pose une petite question avec ce dividende. Comment s'assurer que chaque membre n'en touche qu'un? Alors on va préciser un petit truc avant. On va essayer de mettre une image sur ce que va créer le dividende. Parce qu'en fait, comme disait Cédric juste avant, le dividende, en fait, cette formule est toujours valable tout le temps, dans l'espace et dans le temps, c'est-à-dire que c'est une proportion fixe de la masse monétaire moyenne en circulation. La masse monétaire moyenne en circulation, si on le met en euros, je prends les derniers chiffres que j'avais vus sur le site créationmonétaire.info. Par exemple, il y a à peu près 13 000 milliards d'euros en circulation sur Terre, et nous sommes à peu près 300 millions à les utiliser. Si on divise 13 000 milliards par 300 millions, on se retrouve avec une moyenne, en gros, je n'ai pas envie de dire trop de bêtises, mais en gros, pour voir le principe, à peu près 40 000 euros par personne. Qui a plus que 40 000 euros sur son compte? Levez la main. Ceux qui ont moins, ne vous affichez pas, c'est pas grave, mais ceux qui ont moins, ça veut mécaniquement dire que d'autres en votent pas. Parce que la moyenne, c'est la quantité de monnaie en moyenne en circulation sur Terre. La monnaie libre, donc le dividende est basé là-dessus, sur la moyenne, et on crée une proportion de la moyenne pour tout le monde, tout le temps. Quel effet ça a? Alors regardez, on va prendre un exemple assez simple. Nous avons deux personnes dans un système, ils ont décidé de faire une monnaie libre ensemble. Ils sont deux, ils pourraient ne pas utiliser de monnaie du tout, mais ils ont préféré faire ça. On a donc Jean riche ici, et on a Jean pauvre ici. Jean riche, il a 9 000 sur son compte. Jean pauvre, il a 1 000 sur son compte. Donc Jean riche, il est 9 fois plus riche que Jean pauvre. Ça paraît plutôt évident. Le lendemain, ce qu'on va faire, c'est qu'ils vont créer tous les deux un dividende universel qui va être basé sur la masse monétaire moyenne. Là, j'ai réglé un C à 20%, c'est-à-dire ils sont deux, okay, ils ont 10 000, on va créer 1 000 chacun, 2 000 en plus. Donc on va créer 20%. Et on leur donne ils vont chacun créer sur leur compte. Donc Jean riche qui était à 9 000 se retrouve à 10 000. Celui qui était à 1 000 se retrouve à 2 000. Alors on dit oui d'accord, il y a plus de monnaie en circulation, qu'est-ce qui se passe? Mais quand on regarde comme ça, relativement l'un à l'autre, en fait, Jean riche se retrouve plus que 5 fois plus riche que Jean pauvre, alors que la veille, il était 9 fois plus riche. On n'a rien pris à personne, on a juste créé pour tout le monde. Et en fait, la conséquence de ça, c'est que l'écart relatif entre le plus riche et le plus pauvre, en termes de stock monétaire, va s'amoindrir. Donc si on répète le principe plein de fois, donc dans cet exemple-là, en fait, on considère que Jean riche et Jean pauvre, ils regardent leur compte évoluer et ils dépensent pas. C'est juste pour se rendre compte du principe mécanique. Donc ils ont un stock monétaire, voilà, il a 10 000, l'autre il a 2 000, puis en fait ils regardent leur compte tous les jours et on crée la monnaie tous les jours et on voit ce qui se passe. Si on fait ça 30 fois de suite, ça monte de manière exponentielle, mais au bout de 30 fois, on se retrouve en fait qu'il y en a celui qui était vraiment 9 fois plus riche au début, se retrouve plus que 1,0015 fois plus riche que l'autre. Et on n'a rien pris à personne, on a juste créé pour tout le monde. Et donc en fait, si on multiplie ce principe en permanence, et là on l'affiche dans un autre référentiel, mais c'est la même chose, on voit en fait que l'écart relatif entre les deux a tendance à s'amoindrir. C'est-à-dire que Jean riche, qui était très très riche, il avait 9 000 au début, lui il avait 1 000, et plus on crée un dividende pour les deux, plus en fait leur écart relatif de stock monétaire tend à diminuer. Donc là on est toujours avec un C de 20% par an. Donc si on crée 20% par an, il se passe ça au bout de 30 ans. Et donc ça c'est dans la théorie relative de la monnaie, la valeur de C, du coup, en fait va jouer sur la vitesse que va avoir la convergence de ces deux comptes. Donc la théorie relative de la monnaie en fait propose une borne en disant voilà, donc si on veut essayer de faire en sorte que aucun humain ne soit privilégié face à la création monétaire, il faut peut-être prendre en compte aussi l'espérance de vie moyenne que vont avoir les humains qui utiliseront cette monnaie et essayer de faire en sorte que la convergence des comptes
n'avantage pas celui qui vient de rentrer, n'avantage pas celui qui est là depuis longtemps. Et c'est de trouver une sorte de milieu, une sorte de compromis entre les deux pour essayer d'être le plus égal possible. Et donc les deux bornes proposées par la board dans la TRM sont entre 5,47% par an, ce qui fait qu'en fait on se retrouve avec une convergence qui arrive au total à 80 ans, donc à la fin de l'espérance de vie. En fait, ce qui est un peu bizarre parce que si il faut attendre 80 ans pour arriver pour créer la moyenne de monnaie, c'est un peu long. Et à contrario, si on utilise 10% par an, on se retrouve avec en fait une convergence des comptes qui arrive à peu près à la moitié de l'espérance de vie, 40 ans. Et donc c'est le choix qui a été pris pour la June, c'est-à-dire qu'on crée 10% de monnaie en plus par an pour tout le monde, ce qui fait que la convergence arrive sur 40 ans, la moitié de l'espérance de vie humaine. Donc voilà, ça sont les effets du dividende universel. Et donc là, c'est histoire de vraiment se représenter, ça peut paraître compliqué, mais c'est très simple. C'est très joli. En fait, c'est l'évolution de comptes de personnes qui font pareil que Jean riche et Jean pauvre, ils regardent juste leur compte évoluer et ils regardent ce qui se passe. Et en fait, on peut mettre la répartition de monnaie qu'on veut au début. Si tout le monde crée un dividende en permanence, l'effet est qu'en fait, à chaque fois, tous les comptes vont avoir tendance à aller vers la moyenne. À converger vers la moyenne. Et peu importe la date d'entrée dans le système. C'est-à-dire que même quelqu'un qui rentre 14 ans après qu'un autre, et ben en fait, on voit qu'à la même durée de temps, c'est-à-dire en 40 ans, il créera jusqu'à la moyenne. Donc en fait, dans un système comme ça, en fait, déjà, la masse monétaire reste fixe et tout le monde, en fait, converge vers la moyenne. Donc c'est un peu une monnaie fondante pour certains, gonflante pour d'autres, ou stagnante pour ceux qui sont à la moyenne depuis le début. Voilà. Alors ça, c'est les gens qui meurent dans le système. Et oui, il faut mourir. Et du coup, en fait, leur stock monétaire, vu qu'ils ne créent plus de monnaie parce qu'ils sont morts, leur stock monétaire devient de plus en plus insignifiant en relation avec le stock monétaire des autres qui continuent à créer la monnaie en permanence. Donc quelqu'un qui meurt ne crée plus de monnaie et son stock de monnaie va avoir tendance en fait aussi à diminuer. Et au bout de 40 ans, ça va représenter même pas 1% de la monnaie déjà en circulation. En fait, les morts vont s'aplatir dans la monnaie des vivants en fait en permanence. Pardon ? L'héritage est géré par votre truc. Alors ça, c'est des questions économiques, on pourra répondre aux questions après. Mais bien sûr, oui, c'est l'héritage, du coup, on prend un coup, oui, bien sûr. Il n'y a pas que l'héritage qui en prend un coup. Donc voilà, et donc la question qui se pose, c'est comment s'assurer de faire ce système-là ? Comment on fait pour faire ça ? Alors en fait, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a très rapidement des développeurs qui se sont emparés de l'idée de la TRM, qui l'ont lu, qui ont réalisé une monnaie libre pour de vrai. Et on peut assurer ce système grâce au moteur qu'ils ont créé qui s'appelle d'Unitaire. C'est le logiciel de la monnaie libre d'Unitaire qui est donc créé depuis un peu plus de 2 ans et qui a rendu cette monnaie possible, effective. Hein, on s'en sert tous les jours. On est quelques milliers en France à s'en servir régulièrement et ça fonctionne. C'est-à-dire qu'on achète entre nous, ça marche. Mais alors effectivement, le souci qui se pose, c'est comment s'assurer que chaque membre ne crée qu'un seul dividende universel, puisque évidemment si tout le monde peut créer plein de comptes membres et qu'on peut avoir un nombre incalculable de dividendes universels, la monnaie ne vaut plus rien et ça marche pas. Donc qu'est-ce qu'on a fait ? Ah oui, pardon. J'ai encore des choses à dire sur d'Unitaire. D'Unitaire, donc c'est le moteur de la blockchain. Il faut savoir à son propos qu'il n'y a pas de minage, mais du forgeage. C'est un forgeage qui est non rétribué, contrairement au Bitcoin. La consommation énergétique, qui est souvent le problème des cryptos, puisqu'il faut beaucoup de puissance de calcul pour faire tourner la blockchain, eh bien là, elle est très très faible. Elle est très faible. Puisqu'elle peut tourner par exemple avec un vulgaire Raspberry Pi. Moi je fais tourner un nœud avec un pauvre Raspberry Pi qui consomme 3,6 watts. Et ça suffit pour faire tourner la blockchain. Comment c'est possible ? C'est possible parce qu'en fait les développeurs de la monnaie libre ont implémenté une force de calcul qui va s'exercer en fonction de la puissance de votre processeur. Pour être sûr, justement, que même le forgeage soit égalitaire. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si vous avez un Raspberry Pi qui va avoir une très faible puissance de calcul, vous allez avoir très peu de puissance de calcul qui va s'exercer contre vous. Et vous allez pouvoir calculer des blocs au maximum, on va dire, de ce que peut faire le Raspberry Pi. Par contre, si vous avez un i7 surgonflé, alors là, la puissance de calcul qui va s'exercer va être énorme. Et en fait, vous allez à peine calculer plus qu'avec un Raspberry Pi. Donc, effectivement, pourquoi avoir un i7 ? Autant utiliser un Raspberry Pi qui va consommer 3 watts.
ce qui règle un petit peu le souci écologique comment dirais-je, de blockchain très énergivore. Ça donne quoi? Ça donne une équité des calculants. C'est-à-dire que vous ayez une grosse machine ou une toute petite, c'est pas grave, ça calculera quand même. Et puis la dernière chose qui est importante de dire sur d'Unitaire, c'est que c'est très facile à installer. Il y a eu des logiciels pour à peu près toutes les plateformes qui sont sorties. On en a pour Linux, on en a pour Windows et depuis peu on en a pour Mac et pour iPhone aussi, pour Android aussi. Donc il est possible d'avoir une plateforme sur n'importe quel support. Alors après, on est en train de... Puisque le projet de base d'Unitaire est en Node.js, si je ne dis pas de bêtises, et Eloïs est en train de travailler sur une réécriture d'Unitaire en Rust pour des tas de raisons pratiques. Il organise régulièrement des Rustcathons pour apprendre aux gens à programmer en Rust dans le cadre d'Unitaire. Donc, si jamais il y en a qui sont intéressés, il y aura des Rustcathons bientôt. Question, donc, comment être sûr que chaque membre ne produit qu'un seul DU? Alors, on a trouvé quelque chose de pas mal qui s'appelle la toile de confiance. C'est-à-dire que plutôt que de vérifier en se servant de papier d'identité, de choses institutionnelles, etc., on a décidé de décentraliser le contrôle, en fait, de le laisser aux utilisateurs. Donc, pour devenir membre, il faut rentrer dans cette toile de confiance afin d'être reconnu par ses pairs comme étant un humain, comme n'ayant qu'un seul compte, et ça se fait comme ça. Il existe deux types de comptes. Le compte portefeuille, qui est un compte tout simple dans lequel on ne créera pas de monnaie, qui est créable en 2 minutes, et le compte membre. Le compte membre, c'est celui qui va vous permettre de certifier d'autres membres, d'être certifié et de créer de la monnaie. Il est lié à une personne physique. On ne peut pas créer un compte membre pour une entreprise, pour une association, c'est uniquement les humains. Et on ne peut tous avoir qu'un seul compte membre. Normalement, le reste de la toile de confiance est là pour s'en assurer. Donc, on peut écrire dans la blockchain également. Oui, bien sûr. Quand on est membre, on peut écrire dans la blockchain. Quand on n'est pas membre, on peut à la limite faire tourner un nœud miroir qui va donner de la redondance, mais on n'écrira pas de bloc. Voilà à quoi ressemble la toile de confiance. Donc, on peut voir qu'il y a des régions qui apparaissent. Alors, là, c'est un petit peu difficile. Tu peux m'en mettre l'autre? Ouais. Donc là, par exemple, ça va être l'Occitanie. On a des tas de gens qui viennent d'Occitanie. Pi, c'est notre plus gros utilisateur. Alors lui, je crois qu'il est au maximum des certifications et c'est incroyable tout ce qu'il a échangé. Il a fait une présentation qui est vraiment démente, je vous la conseille. Et il vient d'acheter un terrain en monnaie libre. C'est assez balèze. Donc voilà à quoi ressemble notre toile de confiance, une sorte de grosse amibe où tout le monde est relié par des tas de liens. On peut donc voir les différentes régions qui vont apparaître avec leurs membres. Évidemment, ça ne ressemble pas aux régions géographiques, mais ça permet d'avoir tout sous les yeux. C'est pas mal du tout. Parfait. Ensuite, le moteur d'Unitaire ne serait rien sans des outils pour s'en servir. Et nos chers développeurs ont prévu le coup. Ils ont créé 3 outils clients très pratiques pour gérer ses comptes. Le plus connu, le client phare, on va dire, c'est Cesium, qui permet de gérer ses comptes, de certifier, de chercher dans un annuaire. On peut faire beaucoup de choses qui va donner des tas de renseignements sur la monnaie. C'est vraiment l'outil phare, très facile d'utilisation. C'est prévu pour des béotiens. Ensuite, juste à côté, nous avons Silkai. Alors, Silkai, c'est l'inverse de Cesium. C'est très puissant. C'est un terminal. C'est en ligne de commande. Et l'intérêt de Silkai, en dehors du fait qu'on peut faire beaucoup de choses avec et que c'est très puissant, c'est que ça marche avec toutes les cryptos. C'est-à-dire que vous pouvez vous en servir, pas seulement pour la monnaie libre, mais également pour les autres cryptos. Ça, c'est intéressant. Ça a été développé par un ancien élève de l'école 42, oui. si je ne m'abuse. Oui, tout à fait.
Et enfin, nous avons alors Sakia, qui a été au début de la monnaie libre un produit phare, qui est un petit peu tombé en désuétude, mais qui va être repris dans pas longtemps en Python par Vite, un de nos développeurs qui est là-bas. Et s'il y a des gens qui touchent le Python et qui ont envie de s'y mettre, qu'ils n'hésitent pas à se faire connaître. Voilà, bientôt vont sortir la version 2 de Cesium, qui ne sera plus en Node.js mais en Angular 7. Sakia doit être refondu, Vite va s'y mettre, on espère avoir ce nouveau client rapidement. Et enfin, d'Unitrust, qui va être une refonte de d'Unitaire en Rust, c'est Héloïse qui va s'en charger. Et on espère que cette nouvelle implémentation va nous permettre de passer l'échelle. Car c'est vrai qu'avec le premier programme qu'on avait en Node.js, on était limité en termes de nombre de membres et ça passait pas l'échelle. Donc il faut vraiment qu'on arrive à faire ça rapidement. Ok, et je précise aussi que Hugo, juste ici, participe également tout à fait, c'est avec notre Héloïse à d'Unitrust. C'est donc, notre autre rusteux. On peut, du coup, j'ai terminé avec simplement aussi ces deux plateformes qui sont en fait des plateformes d'échange en fait de biens et de services. Donc c'est l'équivalent un peu du Bon Coin, par exemple, pour celle-là, j'échange. Vous pouvez trouver plein de choses à vendre et vous pouvez vendre vous-même des choses. Vous pouvez poser des services ou des services. Donc biens ou services. Moi, vous voyez, j'ai un blouson de moto que j'ai acheté voilà, en monnaie libre. Rappelez-vous que quand vous faites un compte, vous créez de la monnaie tous les jours. Donc c'est quand même pas mal pour s'acheter des choses aussi. Et donc voilà, donc on a une plateforme qui s'appelle J'échange qui permet d'échanger des biens et des services. Et on a une autre plateforme qui a été développée aussi par le développeur principal de d'Unitaire qui a une particularité différente, c'est qu'elle gère aussi le crowdfunding. Et alors, je voudrais faire juste finir là-dessus parce qu'on est en train de dépasser de 3 minutes. Le crowdfunding dans la monnaie libre, étant donné qu'on a dit tout à l'heure que la monnaie ne pourra pas être créée autrement que par le dividende créé par tous les membres, il n'y a pas de banque. Et on ne peut pas aller voir une banque pour investir, on peut pas faire ça. Donc, un des moyens vraiment de penser l'investissement en économie dans la monnaie libre, c'est justement la mutualisation de la monnaie. Donc en France, on connaît vraiment ça avec les hôpitaux, etc. On a tout le travail, je sais que je vais me faire taper dessus si je cite, mais Bernard Friot a fait tout un travail sur cette question-là, sur comment en France on a réussi sans investisseurs, sans crédit bancaire, à refaire tous les hôpitaux de France. C'est quand même assez incroyable. Et en fait, ça se base là-dessus. C'est des cotisations sur les salaires, sur plein de choses. C'est des cotisations, c'est-à-dire qu'on prend de la monnaie, on la met dans une caisse, et cette caisse-là, ensuite, subventionne les investissements qui sont co-décidés par les gens qui gèrent ces caisses. Et à l'époque, en France, c'était les citoyens qui géraient les caisses, enfin, en tout cas les travailleurs qui géraient les caisses. Oui, c'était il y a bien longtemps. Donc, la monnaie libre, en fait, recrée ça de manière mécanique, parce que le seul moyen d'investir avec une monnaie libre, c'est effectivement de cotiser. Donc, soit on fait un crowdfunding, on récupère de la monnaie et on finance, soit carrément, on peut même penser à l'investissement en se disant, mais vu qu'on crée tous un dividende tous les jours, et ben en fait, on peut très bien se dire 10% de mon dividende demain, je le mets à telle cause. Et puis 20% de mon dividende, je le mets à telle cause. Et au moins, j'ai le pouvoir en tant que citoyen de dire ça, je finance, parce que j'ai envie de le voir advenir, mais ça, je finance pas, parce que j'ai pas envie de le voir advenir. Aujourd'hui, essayez de vous mettre entre Coca-Cola et une banque, si vous voulez empêcher un crédit bancaire entre Coca et une banque, vous n'avez aucun pouvoir de le faire. Avec une monnaie libre, vous avez vous-même le pouvoir, au même titre que tous les autres, de financer ou pas des choses que vous voulez voir advenir. Et on va terminer là-dessus parce qu'on dépasse de 4 minutes 42. C'est mal. Voilà, donc maintenant, la monnaie libre existe depuis 2 ans. Effectivement, c'est une expérimentation. d'Unitrust va nous permettre aussi d'aller plus loin et peut-être de monter en charge et d'utiliser ça vraiment de manière solide. Mais aujourd'hui, vous pouvez choisir vous-même d'utiliser une monnaie libre ou de rester dans une monnaie dette. Mais ça, le choix vous appartient, personne ne vous l'imposera. Et si quelqu'un vous l'impose, barrez-vous. Voilà. Voilà, donc merci de nous avoir écoutés. C'est très gentil. On laisse la place à Héloïse qui maintenant va vous faire une présentation beaucoup plus technique sur le protocole de d'Unitaire. Merci. Voilà, pour laisser à Héloïse le temps de se préparer, je pense qu'on peut faire 3 minutes de questions-réponses très rapides s'il y en a, pour éviter de garder des trucs sur lesquels on est complètement largué. Oui. Ouais, du coup, question, enfin, mot que j'utilise très peu, mais quid de l'inflation? Ok, donc ce qui se passe, c'est qu'on change le système monétaire, la manière dont on crée la monnaie. Et les questions, il y a plein de questions sur comment on va enchaîner l'économie dessus. Quid de l'inflation? La question est souvent posée parce qu'on dit on augmente la max de monnaie, conséquence immédiate, inflation.
En fait, ça, si on étudie un peu l'économie, on se rend compte que c'est pas du tout vrai. Et pour donner une ordre de grandeur, nous, les choix de C, donc si vous vous rappelez le choix de C, 5% à 10% de création monétaire par an, c'est la même chose qu'on a en euros. Sauf qu'en euros, la création monétaire est très localisée. Avant la crise de l'euro, elle était autour de 10% par an. Après la crise de l'euro, elle est tombée autour de 5% par an. C'est quelque chose qui fluctue beaucoup. Mais nous, ce qu'on fait pas, tout ce qu'on fait, c'est prendre la création monétaire totale et la répartir entre tous les individus. La quantité de création monétaire reste en grosso modo la même. Donc l'inflation, et après on peut inviter des économistes, mais on n'en a pas aujourd'hui ici. C'est des choses auxquelles on peut s'intéresser. Moi, j'ai une question. Imaginons que ça prenne qu'est-ce qui va faire que, si jamais ça passe au niveau politique et qu'on adopte ça, quel est votre plan? Parce que ce qui soutient actuellement la monnaie, c'est l'impôt et cette nécessité de le payer en euros. Comment on ferait si tout le monde est libre de choisir sa monnaie? Ok. Deuxième très bonne question qu'on a souvent. Encore une fois, ce qu'on propose, c'est des nouvelles règles monétaires. Et on parle juste de règles monétaires et pas de choix politiques qu'on va faire derrière. Je ne vais pas répondre en entier à la question parce que c'est évidemment très compliqué puisque c'est des choix politiques. Sur mon blog que je pourrais vous filer après, j'explore un peu ces choses. Ça va être quel choix politique va-t-on faire en réponse à ce changement de règles? Et donc là, on a plein de stratégies possibles avec des politiques plutôt de gauche, plutôt de droite, plutôt libérales, plutôt avec un État et tout ça. Donc c'est des choses auxquelles on est amené à se confronter au fur et à mesure que ça grandit. Et en disant qu'est-ce qui se passe si ça prend, eh ben, on traite ça en fonction du nombre de personnes qui sont là. Et aujourd'hui, on est 2300. Et donc, on est confronté à des problèmes politiques qu'on rencontre à 2300 personnes. Donc, qui ne sont pas les problèmes qu'on a quand on est 60 millions dans un pays. Donc, je ne rentre pas dans le détail, mais je serais très content d'en parler après. Donc, bonjour à tous. Pareil, sur l'inflation, j'avais envie de répondre, mais on verra ça après. Donc le diaporama, pour ceux qui ont je pensais que la salle si la salle était plus grande, pour ceux qui veulent l'avoir sur internet, donc il est dispo à l'URL s.42l.fr/g1. S'il y en a qui veulent l'avoir sur leur téléphone ou leur tablette ou leur PC pour pouvoir suivre en même temps. Donc on va parler un peu plus technique maintenant. Donc la crypto-monnaie libre June est une blockchain atypique. Donc un petit sommaire, on va d'abord rappeler la définition de la June qui a déjà été présentée juste avant. On va dire comment s'appelle le protocole et je vais vous parler d'abord de l'écosystème technique qui a déjà été abordé, mais je vais revenir un peu plus en profondeur sur les logiciels qui existent déjà, sur la forge logicielle qu'on utilise. Ensuite, je vais parler d'une blockchain dans le cas général. Je vais expliquer c'est quoi vraiment une blockchain, parce que c'est un buzzword, on entend tout et n'importe quoi sur ce mot. Et donc, la blockchain, tout le monde connaît, mais personne ne sait ce que c'est, quasiment. Donc, on va essayer de remettre les points sur les i à ce niveau-là. Ensuite, je vous parlerai du cas du Bitcoin, qui a déjà été abordé, mais on va rentrer un peu plus dans le détail. Et enfin, je vous parlerai des spécificités donc, du protocole de la monnaie libre June, en quoi c'est différent des autres cryptos. Et on rentrera un petit peu dans le détail du protocole si on a le temps. Et si on n'a pas le temps, on ne traitera peut-être pas tout sur ces dernières parties, vu qu'on doit finir à 16h30. Donc la June, comme ça a été expliqué, mais j'aime bien le mettre en 3 images, 3 étapes. Finalement, il y a vraiment 3 domaines très différents. Et les questions peuvent porter sur les 3. Il y a vraiment le domaine économique, la TRM, où là, ça va être comment écrire la monnaie, est-ce qu'il y a de l'inflation, comment on résout ça. Ça, c'est une question dans cette case-là, à laquelle on pourra répondre après. Il y a vraiment la partie technique qu'on va détailler ici, qui a commencé, donc on va dire, en 2013, 3 ans après. Et il y a enfin la partie utilisation concrète, économie, échange, et donc éventuellement politique. Qu'est-ce qu'on fait de cette monnaie ? Qui était une autre question qui est ressortie, qui va être dans cette 3e case-là. Et finalement, c'est un domaine qui est très vaste parce que ça touche 3 secteurs qui sont vraiment très très différents. L'économie, la technique informatique et, on va dire plus généralement, la politique, le quotidien. C'est 3 domaines vraiment très différents. Et il y a 2 forums où on mettra les liens, je crois, à la fin,
que je vous invite à aller voir parce qu'on a creusé déjà tous ces sujets et il y a vraiment plein d'avis différents. La communauté de la June, en fait, on est tous d'accord sur un truc, c'est qu'on veut créer une monnaie de cette façon, de la façon qui a été définie dans la théorie relative de la monnaie. Ça, c'est notre point commun, c'est notre colonne vertébrale. Mais en fait, on est tous différents. Dans notre communauté, il y a des gens de gauche, de droite, du centre, d'extrême gauche, d'extrême droite, des abstentionnistes, il y a de tout. Des anarchistes, des capitalistes, il y a de tout. Et en fait, on est d'accord sur rien à part sur la façon de créer la monnaie. Donc pour ce qui est de créer des projets politiques, on pourra en parler au débat, mais je pense que chacun créera son propre projet. Alors, donc ça c'est pour la June. Donc la June, je rappelle qu'elle est co-créée par Dividende Universel, vous voyez peut-être pas bien en bas, mais elle est co-créée par Dividende Universel chaque jour, comme ça a été dit tout à l'heure. Et donc cette création, elle est basée sur un protocole. On utilisait un protocole technique qu'on a conçu nous-mêmes from scratch. On s'est inspiré un petit peu de ce que faisaient les autres cryptos comme le Bitcoin, notamment sur la partie transaction, source de monnaie, dont je vais un petit peu parler. Peut-être qu'il y en a qui connaissent déjà comment sont gérées les sources dans le Bitcoin. Mais il y a des spécificités techniques qui sont, à ma connaissance, uniques à notre crypto, notamment donc, la co-création par dividende universel, dont un modèle que je ne connais pas d'autres cryptos qui fait ça, et bien sûr la toile de confiance, qui nous permet de garantir l'unicité des comptes membres de manière décentralisée. Ça, c'est le point central, c'est la différence fondamentale qui va nous permettre non seulement de pouvoir avoir chacun un seul dividende universel et pas plusieurs, mais qui va nous permettre en plus d'identifier les membres qui calculent des blocs pour leur attribuer une difficulté personnalisée, de sorte à empêcher la course au calcul comme ce qu'on voit dans le Bitcoin. Ça, c'est important, je vais y revenir plus en profondeur après. Voilà, c'est ce que je disais, c'est une peau économe en énergie grâce à la difficulté personnalisée. Alors, ensuite, l'écosystème technique un petit peu. Donc, l'implémentation historique de notre protocole blockchain, c'est un logiciel qui s'appelle Junitor. Il a été écrit en Node.js, puis réécrit en TypeScript. Il est en TypeScript avec quelques modules en C++. Donc, il est en prod en version 1.7. Donc, il est en développement depuis 2016. C'est un logiciel qui a 4 ans, qui est un peu... qui n'est pas tout jeune, qui a vécu aussi toutes les étapes de maturation du protocole technique. Le protocole donc, que je vais vous présenter un petit peu en détail après, il faut comprendre qu'on n'a pas pondu du premier coup un bon protocole qui marchait bien, qui répondait à tous les problèmes, etc. Non. On a eu plusieurs monnaies de test. Avant la June, il y a eu plusieurs monnaies de TF qui se sont appelées, je crois, MetaBouzouf, ZetaBouzouf, Testnet, JuneTest, puis la June. Il y a eu plein de monnaies de test avec à chaque fois un protocole qui a été réadapté au fur et à mesure par itération successive. C'est vraiment une approche expérimentale, la June, c'est-à-dire techniquement en tout cas c'est expérimental, c'est pas on sait ce qu'on doit faire et on le fait, non, on fait un truc, on voit ce que ça donne et en fonction de ce que ça donne on l'améliore. Et du coup ce qui se passe avec Junitor aujourd'hui, c'est qu'il est de plus en plus difficile à maintenir, des propos même de son lead développeur Cédric Moreau, parce qu'il a vécu justement toutes ces modifications de protocole, il est plein de patchs successifs et aujourd'hui en fait il aimerait bien le réécrire entièrement. Et on s'est dit quitte à le réécrire, ça peut être intéressant d'en profiter pour choisir un langage récent c'est la hype maintenant, mais à l'époque, moi je fais du Rust depuis 2 ans et demi. À l'époque, quand j'en faisais, personne n'en faisait, personne n'en parlait. Tout le monde me disait non mais le Rust, c'est un langage exotique que personne n'utilise, que personne n'utilisera jamais. Tu fais fausse route, fais pas ça, c'est idiot. Et maintenant, tout le monde en parle, tout le monde veut en faire. Donc je pensais pas que ça viendrait aussi vite. Voilà, donc voilà, on est en 0.2, bientôt la 0.3, et il y a environ 5 contributeurs actifs, dont Hugo ici présent et moi-même. Et donc, si vous êtes intéressé, vous avez mon mail dans la première diapo, si ça vous intéresse de contribuer à Unitrust, vous pouvez me contacter. Et donc, les logiciels clients qui ont déjà été présentés, donc il y a Cesium qui tourne actuellement en prod, qui est en AngularJS, il y a une V2 qui va être refait en Angular V7, donc pour ceux qui connaissent Angular, en fait, c'est quasiment pas le même framework en fait, c'est le même nom mais ça a tout changé. Avant c'était du JavaScript, maintenant c'est du TypeScript, mais il y a aussi d'autres concepts qui ont changé, il faut réécrire toute l'application quasiment. Donc comme il a été dit, Silka qui est un client en ligne de commande et Satya qui était un client lourd en Python qui va renaître de ses cendres bientôt grâce à Vite qui est ici. Alors, il y a plein d'autres logiciels, en fait, qu'on ne va pas tous vous présenter parce qu'on n'a pas le temps, mais il y a tout un écosystème technique. Il y a des logiciels, par exemple, de monitoring et de statistiques. Il y a des logiciels qui vont nous permettre de voir les probabilités d'entrée des prochains membres, parce que les règles d'entrée sont un peu compliquées. Il y a un logiciel pour visualiser la toile de confiance. Il y a une image qui vous a été montrée tout à l'heure, une screenshot. Il y a aussi un autre logiciel, Roadmap, qui permet de visualiser les membres, mais sur une carte géographique cette fois-ci.
parce que les membres ont la possibilité facultative de se géolocaliser. Ce n'est pas obligatoire. Par défaut, vous n'êtes pas géolocalisé, mais vous pouvez indiquer j'habite, je ne sais pas, à Paris, voilà, et du coup, ça sera marqué sur une carte. Il y a un logiciel qui s'appelle Jesper qui permet de récupérer son mot de passe à partir de, supposons, voilà, vous avez votre phrase de passe, vous l'avez oublié, mais vous savez que c'est basé, je ne sais pas, sur tant de mots, peut-être qu'il y a le vers de telle chanson, et puis qu'il y a le nom de votre animal de compagnie, mais vous ne savez plus vraiment. Avec Jesper, vous allez pouvoir faire du brute force, une attaque brute force ciblée. Si vous n'avez rien, vous n'allez pas pouvoir pirater un compte, évidemment, parce que les clés, c'est un peu comme le Bitcoin, il y a trop de possibilités. Mais si vous vous souvenez de comment vous avez construit vos mots de passe, mais que vous ne vous en souvenez plus exactement, grâce à Jesper, en lui donnant quelques regettes, etc., vous pouvez arriver à retrouver votre compte. Il y a plusieurs personnes qui ont retrouvé leur compte grâce à Jesper. June SMS, qui permet de faire des transactions par SMS, et d'autres outils. Il y a le Gmixer, il y a Touchman qui travaille dessus, qui est une sorte de mixeur décentralisé pour pouvoir anonymiser les transactions. Et c'est très intéressant comme projet, Gmixer. Pour ceux qui connaissent un peu Tor, ça peut les intéresser, parce que l'idée, c'est de reprendre les principes de Tor, mais avec le Gmixer. Ce serait d'avoir vraiment un réseau de mixeurs avec une route au hasard, avec un chiffrement encapsulé 3 fois. Je ne vais pas vous expliquer le principe de Tor, c'est un peu compliqué, ce n'est pas le sujet aujourd'hui, mais c'est un projet très intéressant. Et plein d'autres, je n'ai pas le temps de tous les présenter, évidemment. Et donc, tous nos projets, ou quasiment tous nos projets, ils sont sur notre forge GitLab, git.juniper.org, que vous pouvez aller voir là en consultation libre. Et si vous voulez un compte, il faut nous demander par mail ou sur le forum, forum.juniper.org, qui est aussi le forum technique. Vous pouvez poser vos questions techniques, où on discute, on accueille les développeurs, etc. On discute de tout ce qui est développement des logiciels. Donc ça, c'était la présentation générale de l'écosystème. Maintenant, je vais vous décrire un peu c'est quoi une blockchain. On va remettre les points sur les i sur ce qu'est et ce que n'est pas une blockchain, n'est-ce pas? Donc une blockchain, c'est un grand livre de compte commun, transparent et infalsifiable. Donc ici, c'est un exemple où on a un événement. Donc là, l'événement, c'est Alice envoie 250 € à Bob, et puis Bob paye 30 € à Carole, donc qu'importe. C'est des événements avec donc une date, un montant, des destinataires, etc. Mais ça peut être autre chose. Là, j'ai pris l'exemple d'une transaction, mais c'est des événements. Ça peut être un acte notarial, ça peut être une certification, ça peut être tout ce qu'on veut. Et l'important, c'est qu'on va avoir finalement, tous ces événements, ils vont être écrits dans un bloc. Donc là, c'est représenté par des livres. Chaque bloc, finalement, c'est un livre qui contient plein d'événements. Et chaque livre, chaque bloc contient un résumé du livre précédent, ce qui permet de les chaîner entre eux. Et en fait, ce résumé, c'est tout simplement le hash du bloc précédent. Donc chaque bloc contient le hash du bloc précédent, de sorte que si jamais moi j'arrive, je veux modifier par exemple le dernier bloc pour dire, ou pas le dernier par exemple, le dernier on peut, mais je veux modifier par exemple ce bloc là et je vais écrire quelqu'un m'a envoyé 1 million de bitcoins par exemple. Et ben en fait, du coup, quand les autres vont vérifier le bloc là, ils vont calculer le hash, ils vont voir le hash n'est plus le même, ça marche pas, donc ce bloc là est pas valide. Mais du coup, comme le hash de ce bloc est contenu dans ce bloc devient aussi invalide. Et donc, ce bloc-là devient invalide. Et donc. Et en fait, avec la blockchain, si vous altérez un seul bloc, vous êtes obligé de recalculer, de remodifier tous les blocs jusqu'au dernier. Vous n'avez pas le choix. Donc, vous pouvez modifier le dernier, mais c'est tout. Si vous modifiez avant, ça va se voir. C'est le principe de la blockchain. C'est ce qui permet de sécuriser ce registre décentralisé. Alors, très important, une blockchain, donc, comme je l'ai dit, c'est une liste d'événements. Donc, elle contient que des transformations d'état. Un événement, c'est une transformation d'un état 1 en un état 2. Par exemple, une transaction. Une transaction, c'est la monnaie était à un endroit, elle est à un autre. Elle était sur un compte, elle est sur un autre. C'est un événement. Mais la blockchain ne contient pas l'état. La blockchain ne dit pas Jean Dupont à 50 June. Non. La blockchain, elle dit, Marie a envoyé 20 June à Jean Dupont à telle date. Et en fait, ce qu'il faut bien comprendre avec la blockchain, c'est que beaucoup de gens disent que c'est une base de données décentralisée. C'est faux. Ce n'est pas une base de données décentralisée. C'est plutôt des logs décentralisés, si on veut. Parce que ça va loguer tous les événements qui ont eu lieu, mais ça ne va pas vous dire l'état actuel. C'est à vous de le calculer en parsant toute la blockchain, en lisant tout ce qui a eu lieu, d'en déduire l'état actuel, en fait. Voilà, c'est pour ça qu'on dit que c'est une succession d'états. Et ces états, en fait, ça va permettre, quand on va parser justement la blockchain et qu'on va appliquer les blocs un à un, on va créer ce qu'on appelle des index. Et ces index, eux, ils vont décrire l'état de la monnaie ou l'état de ce que doit décrire notre blockchain. Mais pour nous, c'est une monnaie. Et ces index-là, c'est le serveur blockchain qui va devoir les générer. C'est une grosse partie de son boulot, justement.
Et enfin, une blockchain, c'est aussi un mécanisme de consensus. Parce que c'est bien joli de se chaîner avec le bloc précédent, mais supposons, j'envoie une transaction, j'ai 20 junes, et puis j'achète des bananes pour 10 junes, et puis j'achète des pommes pour 10 junes, puis j'envoie une transaction à un bout du réseau, une autre transaction à l'autre bout du réseau. Les deux sont valables, j'ai bien mes 10 junes, il n'y a pas de souci. Donc on va deux serveurs qui vont trouver un bloc, ils vont tous les deux soumettre leur bloc au réseau, et les deux blocs sont valides. Comment on fait ? Et ça, c'est un problème des blockchains. Toute blockchain, elle a besoin d'un mécanisme de consensus. Et donc, ce mécanisme de consensus, il va devoir limiter d'une façon ou une autre qui peut écrire le prochain bloc. Si tout le monde peut écrire le prochain bloc, c'est trop le bordel. Il faut que seulement certains puissent l'écrire. Donc, soit c'est sélectionné aléatoirement via la preuve de travail, soit il y a d'autres mécanismes comme la preuve d'enjeu que je ne vais pas aborder ici. Et bien sûr, on a besoin d'un algorithme de résolution des forks, parce que même avec une preuve de travail, une preuve d'enjeu, on aura quand même des cas où on aura plusieurs blocs valides, et donc plusieurs branches, et il faudra les résoudre. On verra comment nous on fait dans la June. Donc nous, notre mécanisme de consensus actuel, c'est la preuve de travail, sachant qu'on n'y est pas attaché plus que ça. Il y a des discussions sur le forum technique pour choisir un autre mécanisme de consensus. Le problème, c'est que on est contre la preuve d'enjeu parce que c'est incompatible avec la théorie relative de la monnaie, parce que la preuve d'enjeu, elle se base sur le montant de monnaie que vous avez. Et donc, ça veut dire que les gens qui ont plus de monnaie auront plus de pouvoir pour choisir quelle est la branche valide. Et ça, pour nous, c'est pas neutre économiquement, donc on y est strictement opposé. Par contre, il y a des réflexions en cours pour voir si on ne pourrait pas se baser sur la toile de confiance pour avoir un autre mécanisme de consensus. Mais aujourd'hui, rien n'est abouti encore, donc on est encore sur la preuve de travail à défaut d'autre chose. Donc le principe est assez simple, c'est que pour qu'on n'ait pas tout le monde qui choisit son bloc, supposons que vous avez 1000 serveurs, vous allez avoir 1000 blocs qui arrivent, l'idée c'est qu'ils vont tous essayer de trouver le prochain bloc, mais ils vont le hasher à la fin, et le hash du bloc, il faut qu'il commence par un certain motif. Dans le cas du Bitcoin, c'est un certain nombre de zéros. Pour nous, dans la June, c'est un peu différent, on le verra après. Et donc forcément, c'est aléatoire, et il faut faire beaucoup d'essais. Et généralement, il y en a un qui va trouver en premier, mais c'est très rare qu'on en ait deux qui trouvent en même temps. Et donc pour ça, il y a un nonce dans le bloc, c'est-à-dire on génère le bloc, on met ses transactions dedans, on met le contenu, on le fige, et après il y a un champ nonce qui commence à 0, on calcule le hash, on voit ah non, ça ne respecte pas le motif, on passe le nonce à 1, on rehash, ah ça ne respecte pas le motif, on passe à 2, etc., etc. Et puis au moment où on va arriver à, je sais pas, un nonce à 300 224 000 machin, et pouf, ah tiens, on respecte le motif de hash, coup de chance, on soumet ça au réseau. C'est juste ça la preuve de travail en fait, c'est pas plus compliqué que ça. Mais du coup, évidemment, s'il n'y a pas de limitation, plus j'ai de force de calcul, plus j'ai de chance de trouver le prochain bloc. Alors, donc, en résumé, la blockchain, c'est un registre d'événements décentralisé. Donc, on a besoin de décrire un format pour chaque bloc de ce registre, des règles métiers qui spécifient ce qu'est un bloc valide, parce que c'est pas tout d'avoir une blockchain. Comment on sait si un bloc est valide ou pas ? D'écrire, je peux mettre telle transaction, je peux envoyer des junes si j'en ai, etc. Comment on code ça ? C'est pas si simple. Là-dessus, on s'est inspiré du Bitcoin qui résout déjà certains problèmes. Et puis, bien sûr, il faut un mécanisme de consensus. Un algorithme de résolution des forks. Et bien sûr, un protocole réseau aussi, ça je ne l'ai pas mis. Mais évidemment, il faut que les différents nœuds du réseau puissent se parler entre eux, sinon ça ne va pas marcher. Alors, le cas du Bitcoin. Donc, le Bitcoin, on va voir ses avantages et ses inconvénients. C'est la première crypto-monnaie qui a existé, donc forcément, on s'est basé un peu dessus. Il y a des avantages. C'est la première monnaie basée entièrement sur un réseau libre et peer-to-peer. Donc, décentralisé, donc liberté d'usage. Personne ne peut vous empêcher, en théorie, de faire une transaction en Bitcoin. Quand il y a eu le scandale Wikileaks, par exemple, je sais que les comptes de Wikileaks ont été gelés, les comptes en dollars, donc Wikileaks ne pouvait plus recevoir de dons en dollars. Il pouvait encore recevoir des dons en Bitcoin. C'est ça la liberté d'usage, c'est de dire personne en théorie pourra vous empêcher de faire une transaction en Bitcoin. Ça c'est la théorie. On va voir qu'en pratique, ça risque de changer bientôt. Et c'est aussi la première monnaie réellement sécurisée basée sur des concepts cryptographiques inviolables, enfin inviolables pour des ordinateurs classiques en tout cas. L'informatique quantique c'est autre chose, bon on n'y est pas encore. Mais concrètement, l'euro par exemple, je le sais, j'ai un membre de ma famille qui travaille et qui conçoit des logiciels bancaires. Et il me dit, il y a des bots tout le temps, mais c'est surtout, c'est pas fiable du tout en fait. Vous pouvez vous retrouver tout à fait avec un montant différent sur votre compte du jour au lendemain. Il y a des gens à qui ça arrive.
Et voilà, c'est pas du tout l'eurosystème n'est pas du tout aussi fiable qu'on ne pourrait le penser. Croyez-moi, vous verriez comment c'est codé. Il y en a qui s'arracheraient les cheveux des fois. Alors, les points négatifs, quand même, il y en a pas mal en fait. Déjà, le premier point négatif du Bitcoin, c'est que l'humain est absent du protocole, totalement. C'est une monnaie créée uniquement par des machines. Il pourrait y avoir des humains ou ne pas y en avoir. C'est pas présent. On pourrait tous mourir et puis les bitcoins continueraient à être créés par des machines. Ensuite, la création elle est asymétrique car elle est basée sur la puissance de calcul. Donc la capacité à investir dans les fermes de calcul en monnaie dette. Et donc ça donne des scandales comme une grosse ferme de calcul en Chine qui a brûlé parce qu'ils ont trop fait chauffer les ordis. Mais concrètement, ce sont des millions d'ordinateurs entreposés dans des grands entrepôts avec des gens qui travaillent jour et nuit pour réparer les serveurs pour qu'il y en ait toujours qui tournent. Ça consomme l'équivalent de 4 centrales nucléaires, donc c'est une catastrophe écologique également. Voilà, il y a 4 centrales nucléaires dans le monde qui tournent uniquement pour faire fonctionner le Bitcoin en permanence. Je dis, on pourrait en faire des choses plus utiles quand même. Et enfin, c'est une catastrophe économique parce que la courbe de création du Bitcoin est logarithmique, ce qui induit raréfaction et spéculation. En gros, il y a de moins en moins de Bitcoins qui sont créés, donc il se raréfie, il est de plus en plus rare, donc il prend de la valeur, donc on peut spéculer dessus. Le Bitcoin, j'en achète maintenant pour le revendre plus cher après. La June, c'est l'inverse. La courbe de création monétaire, elle est exponentielle. Pollard vous a montré tout à l'heure. Donc les Junes, j'en achète maintenant pour les revendre moins cher après. Ouais, non, si je suis un spéculateur, ça ne va pas m'intéresser en fait. C'est pour ça qu'on n'a pas de risque de spéculation sur la June. Donc les gens qui ont fait le Bitcoin, ils sont badass techniquement, mais il leur manquait quelques notions d'économie. Alors, ensuite, les spécificités de la June, de notre crypto-monnaie. Donc on a une toile de confiance qui permet de s'assurer qu'un humain égale un dividende universel. Comme on l'a dit, système d'identification décentralisé, ce sont les membres qui se certifient entre eux. Et la sécurité de cette toile de confiance, elle repose sur la densité des graphes sociaux, et notamment sur la théorie des 6 poignées de main. C'est une théorie qui dit que entre vous et n'importe quelle personne sur Terre, en gros, vous connaissez quelqu'un, qui connaît 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 personnellement Donald Trump, par exemple. Ou qui connaît personnellement Kim Jong-un, par exemple, ou n'importe qui d'autre. Voilà. Il y a forcément un chemin qui existe entre vous et cette personne, et n'importe qui sur Terre. Vous ne savez pas quel chemin emprunter, mais ce chemin existe. Et l'existence de ce chemin et le côté dense des graphes sociaux va nous permettre, nous, d'implémenter des règles qui vont nous protéger contre la triche. Ici, vous avez une bulle verte où vous avez en vert des humains, des personnes physiques, honnêtes, qui ont chacun un compte, qui se sont certifiés. Et ici, en blanc, vous avez 2 tricheurs. Donc ce sont des humains, hein, ils ont un vrai compte, pas de souci, mais ce sont des tricheurs. Et en fait, ils vont créer et certifier des faux comptes, des comptes qui sont pour eux, en fait, pour pouvoir créer plusieurs dividendes universels, pour gagner plus de monnaie que les autres, pour créer plus de monnaie que les autres. Bien, ce qui va se passer, en fait, c'est que leurs faux comptes ne sont certifiés que par eux. Ça va créer un motif particulier dans les graphes, un pattern particulier qu'on sait détecter et qui nous permet de dire, OK, là, il y a un problème, c'est très probablement des faux comptes. Et notamment, il y a une notion de distance sociale, de pas sociale, où les gens qui sont là sont anormalement loin des gens qui sont là. Et en fait, si le graphe était honnête, en fait, on aurait une seule bulle, il y aurait des liens denses un peu partout, et tout le monde serait à moins de 6 pas les uns des autres. Or là, si les 2 bulles grossissent, à un moment, ça ne va plus être le cas. Et donc, ce qui va se passer, c'est qu'il y a une bulle qui va être coincée parce qu'on a des règles spécifiques. Je vais y venir après. Donc, c'est la fameuse règle de distance. Donc, il y a quelques règles. Et donc, ce dont je parlais, c'est la fameuse règle de distance. On a, en fait, vous devez être à moins de 5 pas. Donc, un pas, c'est vous connaissez quelqu'un, vous l'avez certifié, il est à 1 pas de vous. Il a certifié une autre personne, cette autre personne est à 2 pas de vous. Par exemple, moi j'ai certifié Hugo, par exemple, et Hugo a certifié, je ne sais pas, une certaine Justine, par exemple, que je ne connais pas. Et bien, cette fameuse Justine que je ne connais pas est à 2 pas de moi. Et l'idée, c'est que quand vous créez un compte sur la June pour devenir membre, il y a un algorithme qui va être vérifié par les serveurs blockchain qui va s'assurer que quand vous rentrez, vous êtes à moins de 5 pas de 80% des membres. Alors, pas de n'importe quel membre, parce que, évidemment, vous venez de rentrer dans la monnaie. Vous avez été certifié par 5 personnes, il faut avoir 5 certifications en moins de 2 mois, mais vous avez encore certifié personne, donc il n'y a aucun lien qui part de vous vers le reste de la toile. Comment ? Ah oui, pardon, merci, pas touché à l'écran.
Donc, si on prend en compte tous les membres, en fait, ça ne marcherait pas. Personne ne pourrait rentrer. C'est pour ça qu'il y a une notion de membres référents qui sont des membres qui ont suffisamment certifié pour pouvoir être pris en compte dans la règle de calcul. Voilà les règles. Donc, il faut renouveler son adhésion une fois par an. Ça, c'est pour détecter les morts ou les gens qui quittent la monnaie, simplement. Vous créez un compte dans la June, vous rentrez, vous êtes certifié, parfait, tout va bien. Si pendant un an, vous ne faites rien, au bout d'un an, votre compte n'est plus membre, ne crée plus de monnaie, en fait. Ça permet de traiter les cas de décès ou de gens qui ont simplement quitté la monnaie parce que vous êtes libre d'y entrer, vous êtes libre de la quitter. Bon, il y a plus rapide, hein, on peut révoquer son compte pour la quitter aussi. Là, ça se fait en un clic et au moins, vous arrêtez de créer la monnaie tout de suite. Mais au pire, au bout d'un an, vous arrêtez. Et il faut avoir au moins 5 certifications actives à tout instant T, les certifications durant 2 ans. Quand on certifie quelqu'un, on s'engage pour 2 ans. Et pour ceux qui veulent en savoir plus, il y a une toile de confiance qui est vraiment, je dirais, le point central, le concept clé. Il y a un article détaillé en français et en anglais. Vous pouvez aussi le partager à vos amis anglophones. Donc les liens sont sur le diapo. Hein, si vous avez sur s42l.fr/g1, vous avez tous les liens cliquables directement sur le diapo. Et il y a aussi une conférence sur la toile de confiance qui détaille un peu plus ces aspects-là, qui est disponible sur Peertube et sur YouTube. Donc, un exemple de visualisation de la toile de confiance. Donc, sur le logiciel WhatMap qu'on vous a montré tout à l'heure, on peut cliquer sur un membre en particulier. Donc là, j'ai cliqué sur moi-même. Et du coup, on va voir toutes les personnes qu'il a certifiées ou de qui il a reçu une certification. Et les autres vont être... On voit que les autres, ils vont être masqués. On a la couleur, mais ils apparaissent masqués, on ne voit pas leur avatar. Pareil, les avatars, ce n'est pas stocké en blockchain. Hein, c'est une donnée facultative que vous pouvez rentrer ou pas. Et si vous n'avez pas d'avatar, ils mettent le logo de la June à la place. Du coup, là, ce qu'on voit, les couleurs, en fait, c'est un algorithme de détection de communauté qui va détecter des gens qui ont des liens plus resserrés entre eux que le reste de la toile. Donc, c'est une communauté, soit une communauté géographique, un groupe local de la June qui sont dans le même patelin, soit une communauté sociale, des gens qui partagent des intérêts communs, qui sont dans des sphères sociales communes, des choses comme ça. Ce n'est pas encore le cas, ce deuxième point, parce qu'on est petit, mais quand on sera plus grand, ça arrivera. Et là, on voit par exemple que, comme je bouge beaucoup, je suis en lien avec des gens, en lien avec Hugo, qui est ici, qui est au centre, un peu les Parisiens. On voit aussi Polar, Attila, qui sont là, voilà, on les voit un peu au centre. Et puis, je suis en lien avec des gens un peu ailleurs. Je sais que ici c'est Bordeaux, ici c'est Le Havre, ici c'est la Bretagne. Voilà, ici c'est Toulouse, une grosse traînée. Voilà, ici c'est l'Odève. Voilà, on a Toulouse, ils sont beaucoup. Toulouse, c'est un peu un endroit où la June, ça marche vraiment bien. Voilà, donc avec ça, on peut vraiment voir visuellement. Et la règle de distance, je vous parlais tout à l'heure, le fait qu'il faut être à moins de 5 pas de 80% des membres, on la voit avec les gens qui sont au bord. Ceux qui sont au bord, là, eux, ils sont un peu trop loin des autres. Surtout ceux-là, là, par exemple. Eux, s'ils certifient des gens, ces gens-là ne vont pas réussir à rentrer. Il faut qu'ils tissent des liens avec des gens ailleurs, dans d'autres groupes locaux, pour pouvoir rentrer. Ça permet d'assurer aussi qu'on ne grandit pas trop vite et qu'on puisse garder la confiance. Parce que le plus important, c'est la confiance. On a confiance en la monnaie parce qu'on a confiance en le fait que c'est surtout des humains derrière. Si demain, il y a 90% de robots qui créent la monnaie et 10% d'humains, j'aurais plus confiance en la monnaie. Parce que je me dis, il y a quelques humains qui créent 90% de la monnaie. Donc cette loi de confiance, c'est très important. C'est pour ça qu'il y a des contrôles. Il y a des gens qui regardent régulièrement ce qui se passe, qui essaient de passer des algos dessus. Et régulièrement, quand on constate un potentiel problème, et c'est déjà arrivé, on contacte les certificateurs. Et il y a ce qu'on appelle une licence June, qui est les seules règles finalement à respecter quand vous êtes membre. Quand vous demandez à rentrer dans la monnaie dans la June, vous avez une licence à lire qui rappelle les règles de la monnaie de façon très synthétique et qui vous donne les engagements que vous prenez en tant que futur membre. Si vous devenez membre, vous vous engagez à respecter cette licence qui indique que vous devez certifier que des gens que vous connaissez suffisamment bien, que vous connaissez personnellement. Voilà, on ne va pas certifier quelqu'un qu'on a croisé un soir dans un bar comme ça et qu'on connaît ni d'Ève ni d'Adam. Voilà, donc ça c'était pour la toile de confiance. Ensuite, on a parlé tout à l'heure de la preuve de travail. La preuve de travail, donc, avec une difficulté personnalisée qui permet donc d'empêcher la course au calcul. Donc déjà, c'est possible parce que l'écriture des blocs, elle est réservée aux membres de la toile de confiance. On va parler de blockchain semi-public et non pas totalement public comme le Bitcoin. Aujourd'hui, vous installez du Nither, vous vous synchronisez sur la blockchain de la June, vous voulez écrire un bloc, vous ne pouvez pas. Il faut d'abord être certifié et rentrer dans la toile de confiance pour pouvoir écrire un bloc. Vous pourrez, comme c'était dit tout à l'heure, avoir un miroir, redonder le réseau. Vous pourrez effectivement répondre aux requêtes des clients, des wallets, comme Cesium, Silkai, etc.
mais vous ne pourrez pas écrire un bloc. Donc le fait qu'on puisse identifier les membres calculants, quand vous calculez un bloc, vous signez avec votre clé privée de membre, ça va permettre d'affecter une difficulté personnalisée à chaque membre forgeron. Et très important, nous on parle de forger un bloc dans la June et pas de miner un bloc, parce que le minage, c'est le fait de créer de la monnaie par la preuve de travail. Le minage, ça vient des mines d'or. On minait pour trouver de l'or ou des diamants. Et le minage, derrière, il y a une notion de récompense. On va extraire quelque chose. On va extraire une ressource, les bitcoins. Alors que nous, quand on forge un bloc, on n'a aucune récompense. On ne crée pas de monnaie en forgeant un bloc. On le fait uniquement parce qu'on veut participer au fonctionnement de la monnaie. Alors, ça, c'est dans le protocole. Niveau protocole, il n'y a aucune récompense. Après, on ne peut pas empêcher quelqu'un de faire des dons à quelqu'un d'autre. Et donc, il y a des gens qui ont mis en place un système de dons, qui ont mis en place une caisse commune gérée automatiquement par un robot. Et quand vous donnez des junes à ce robot, il va les donner à des gens qui ont écrit des blocs. Mais c'est un système de dons hors protocole qui est indépendant et qui peut s'arrêter le jour au lendemain. C'est pas pour ça que vous allez écrire. Et puis en plus, c'est dérisoire, c'est symbolique. Donc, comment on fait pour pouvoir affecter une difficulté personnalisée à chaque membre qui calcule des blocs? En réalité, c'est assez compliqué. On a mis du temps, donc la formule est assez compliquée, vous allez voir. Et en plus, elle est perfectible. On n'est pas encore à ce qui nous satisfait le plus. Il y a encore des projets d'évolution. Mais premièrement, on va devoir prendre en compte un certain nombre de blocs dans le passé. Si je prends en compte tous les blocs depuis le bloc Genesis, ce qu'on appelle le bloc Genesis, c'est le bloc 0, celui qui a mis en place la monnaie, ça fait un peu long en termes de calcul, peut-être inutilement. C'est peut-être pas utile de se rappeler de qui a trouvé des blocs il y a 3 ans pour fixer la difficulté de maintenant. C'est peut-être pas le plus pertinent. Donc on va inventer un concept qu'on appelle une fenêtre courante, qui est définie de façon différentielle. Donc quand on lance la monnaie, la fenêtre courante, c'est un bloc, c'est le bloc qui vient d'être créé. Et la fenêtre courante, c'est le nombre de blocs pour lesquels qu'on va prendre en compte pour calculer votre difficulté personnalisée, votre handicap par rapport aux autres membres calculants. Et donc, sa définition est différentielle dans le sens où c'est quand il y a des nouveaux membres qui arrivent dans le réseau, sa taille augmente. Et s'il y a des membres qui n'écrivent plus parce qu'ils ont éteint leur serveur, par exemple, eh bien, ils vont sortir de la fenêtre, donc sa taille va diminuer. Et du coup, c'est comme ça qu'est définie la fenêtre courante. C'est une définition différentielle. Et enfin, on a deux autres concepts. Premièrement, pour nous protéger d'un éventuel supercalculateur, on a ce qu'on appelle le facteur d'exclusion. Alors lui, il est violent, brutal, mais très court. C'est concrètement, vous installez votre uniteur, vous êtes membre, vous trouvez un bloc, le facteur d'exclusion va vous exclure. Vous trouvez un bloc, déjà vous êtes exclu. Vous allez être exclu pendant un temps qui va être environ un tiers du nombre de membres calculants. C'est-à-dire aujourd'hui, on va le voir, il y a une trentaine de membres calculants sur le réseau. Si vous trouvez un bloc, vous êtes exclu pendant 10 blocs. Pour les 10 prochains blocs, vous ne pourrez pas en trouver un seul. De facto, déjà. Et ensuite, une fois les 10 blocs passés, vous pourrez de nouveau en trouver un, mais si vous en retrouvez un trop vite, vous allez en plus avoir un handicap. Donc le handicap est plus léger, c'est une formule logarithmique, ça permet de lisser, mais concrètement, si vous trouvez en moyenne plus de blocs que les autres, vous allez avoir un handicap. On va le voir juste après avec des chiffres. Et donc la difficulté personnalisée qu'on obtient, qui indique le motif qu'on doit respecter, ça va être la difficulté commune du réseau, qu'on appelle POMIN, c'est la difficulté minimale. Donc comme pour le Bitcoin, il y a la difficulté commune du réseau, elle permet d'assurer un temps moyen entre 2 blocs, qui pour nous est réglé à 5 minutes entre 2 blocs. Donc en gros, ça veut dire que quand vous trouvez un bloc, en fait, votre nœud, on va dire, quand il trouve un bloc, il va écrire son heure locale. Enfin, son heure locale, pas locale. Il va écrire l'heure qu'il est pour lui, mais en UTC. Et du coup, on voit comme ça le temps entre 2 blocs, comment le temps évolue. Et si jamais on voit que les blocs vont trop vite, supposons qu'il y a un bloc toutes les 2 minutes, alors qu'on veut un bloc toutes les 5 minutes, eh bien en fait, la difficulté commune, la fameuse POMIN, elle va augmenter de sorte à ce qu'on trouve des blocs moins souvent. Et inversement, si on trouve un bloc toutes les 20 minutes, alors qu'on en veut un toutes les 5 minutes, elle va chuter. Et ça, en fait, c'est comme un ressort et ça permet de synchroniser le réseau, d'avoir comme des battements du cœur. C'est le battement de cœur de la monnaie, finalement, pour avoir un battement régulier, qui soit à la fréquence qu'on veut. Alors, à l'époque, il a été décidé 5 minutes. Je pense qu'on peut faire mieux, qu'on pourrait descendre à 2 minutes, voire 1 minute. Mais bon, ça, c'est un autre débat qu'on discutera sur le forum technique. Voilà, c'est 5 minutes, c'est bien, mais on peut faire mieux. Alors,
Donc il y a un article détaillé aussi sur la preuve de travail qui explique vraiment tout ça avec toutes les formules, qui est disponible en français et en anglais aussi, et qui est en lien direct sur le diapo, en lien cliquable, que je vous invite à lire pour ceux qui veulent creuser le sujet. Là, je vous donne un exemple d'une fenêtre courante que j'ai prise lundi soir, donc il y a un peu moins de 48 heures. Donc là, on a une fenêtre courante avec 30 membres. Donc on voit, je suis là, voilà, j'avais trouvé 2 blocs dans la fenêtre courante. Et il y en a, on voit Marcel Dopan, lui il a trouvé 10 blocs. Donc lui il injecté un peu trop de puissance de calcul dans le réseau. On voit qu'il a un handicap de 4. Donc là la difficulté commune était à 93. Alors je ne vous ai pas dit sur quoi est basée la difficulté. En fait, alors c'est par rapport au h hexadécimal. 16 c'est 1 0 pour le h. Donc 2 fois 16 c'est 2 0, 4 fois 16 c'est 4 0. Et après le reste, donc là par exemple 96 ça va être, si je ne dis pas de bêtises, 5 0 plus 8. Et le reste, 8, ça veut dire le dernier caractère, il peut aller entre 0 et 7. On prend 8 caractères possibles sur les 16 caractères possibles du système hexadécimal. Donc, on va le voir après. Je vous le montre en même temps, comme ça, vous comprenez. Là, c'est une vue avec Silkai. Donc, c'est la commande Silkai d'ici. On voit que quelqu'un qui a une grosse difficulté, comme Marcel Dopagne, il doit trouver un bloc avec donc 5 0, mais presque un 6e 0. Le dernier caractère, il doit être entre 0 et 2. Ah oui, pardon, l'écran. Alors que les gens qui n'ont pas de handicap, qui sont à 89 ici, on voit que le dernier caractère, il peut être entre 0 et 6. Et Silkai nous indique le nombre de H qu'il faudrait générer pour trouver un bon H. On voit que ceux qui n'ont pas de handicap, comme moi en bas, on doit faire en moyenne 9,4 millions d'essais pour trouver un H convenable. Ceux qui ont un handicap maximal, ils doivent faire en moyenne 14 millions d'essais. Donc c'est quand même 50% de plus. C'est-à-dire, on voit par exemple Polar ici, qui avait un léger handicap. On voit que si jamais, coup de chance, il trouve un bloc qui fait 5-0, mais le dernier caractère c'est un 6, et ben ce bloc n'est pas valide. C'est signé Polar, on voit qu'il a un handicap de 1, il y a 90 sur le 89, son bloc va être refusé par le réseau. Par contre, moi, comme j'ai trouvé moins de blocs, si je trouve le même H avec 5-0 puis un 6, mon bloc va être accepté par le réseau, parce que je n'ai pas ce handicap. C'est comme ça qu'on régule. Et on voit que ceux qui ont le facteur d'exclusion, là c'est masqué, mais c'est beaucoup plus de 0 que ça en fait. On voit les puissances de 10, 10 puissance 140, en réalité c'est beaucoup plus que ça. Voilà, donc là on voit le facteur d'exclusion et le handicap. Et ce que je voulais vous montrer, c'est que les gens qui trouvent le plus de blocs, 10, 9, 9, 8, c'est pas eux qui ont trouvé les derniers. On voit, ceux qui ont trouvé les derniers, on le voit au facteur d'exclusion. On voit qu'ici, c'est Moule qui a trouvé le dernier bloc au moment où j'ai pris cette fenêtre. Alors, je n'ai pas fait exprès. Moule, justement, c'est un ancien élève de l'école 42. Et c'est lui qui a développé Silkai, le logiciel en ligne de commande, le client en ligne de commande. Donc, au moment où j'avais fait la capture, c'est lui qui avait trouvé le dernier bloc, par hasard. Et on voit après, si on descend un petit peu à 10, on voit que c'était Léna B qui avait trouvé celui d'avant et Gérard qui a trouvé celui d'encore avant. Et ceux qui n'ont pas HFAT, ça veut dire qu'ils n'ont pas trouvé de blocs depuis au moins une dizaine de blocs. Donc ça veut dire que le handicap, il marche, parce que eux 3, ils n'ont pas trouvé de blocs depuis longtemps. Voilà, c'était juste ça, pour dire le handicap, ça marche. Parce que ceux qui ont un fort handicap ne trouvent pas de blocs depuis longtemps. Donc voilà, Silkai d'ici, pour voir la difficulté personnalisée entre chaque membre. Du coup, maintenant, on va rentrer un peu plus dans le vif du protocole technique. Ça va devenir un peu plus velu, on va dire. Donc, une crypto-monnaie, elle a donc besoin de 2 protocoles pour fonctionner. Il faut un protocole blockchain et un protocole réseau. Donc, nous, on a les deux. Donc, on les appelle DUBP pour d'Unitor Blockchain Protocol et DUNP pour d'Unitor Network Protocol. Il y a les liens cliquables vers les spécifications, vers les RFC, s'il y en a qui veulent aller voir. Oui ? Plutôt à la fin, sauf si c'est un point que tu n'as pas compris sur la diapo. En fait, pourquoi c'est important pour vous que les différents membres calculent le prochain bloc? À quoi ça sert par rapport au concept de votre crypto-monnaie? Alors, c'est pour la décentralisation. En gros, tout est décentralisé pour qu'on ait une toile de confiance et pas un organe centralisé qui dit tu as tel papier d'identité dont je te crée un compte. C'est parce que c'est un côté, ça s'inspire du côté crypto-anarchiste en fait finalement. C'est le côté, on veut que personne puisse contrôler la monnaie. On a tous un peu de contrôle, mais personne ne peut la contrôler à lui tout seul.
s'il y avait 2 ou 3 membres qui calculaient tous les blocs, eh ben, ils pourraient se mettre d'accord pour être sur quelqu'un, ou lui imposer des frais de transaction, ou toi je t'aime pas, tu pourras pas faire de paiement, je sais pas. Et on veut pas ça. Pour garantir la liberté d'usage, justement, pour faire en sorte que personne puisse prendre le contrôle de la monnaie et donc imposer ses propres règles, c'est important que personne ne puisse trouver la majorité des blocs. Voilà, c'est juste pour diluer ça. Donc comme je disais, il y a 2 protocoles, là vous avez les versions. Et donc, on disait tout à l'heure, une blockchain, c'est un ensemble d'événements. Nous, dans la blockchain, on a plusieurs types d'événements. On a les transactions, évidemment, comme pour le Bitcoin, mais on a d'autres types d'événements qui sont relatifs à la toile de confiance, parce que notre toile de confiance, elle est gérée en blockchain aussi, de manière automatisée. C'est pas un type qui dit « Ah ok, ta seule application, c'est bon, je valide ». Non, c'est tout automatisé dans la blockchain. Donc on a ce qu'on appelle des documents utilisateurs. Un document utilisateur, c'est quoi ? C'est du texte qui est signé par un membre, par sa clé privée. Donc c'est signature cryptographique qui signe avec cette clé privée et on peut vérifier avec cette clé publique. C'est un document texte qu'il va envoyer au réseau et qui va être inscrit dans la blockchain. Et donc il y a 5 documents utilisateurs, c'est-à-dire 5 actions qu'un utilisateur peut inscrire en blockchain. Il peut déclarer une identité, il peut dire bah voilà, je crée un compte membre, donc je dis je m'appelle Toto et j'ai telle clé publique. Il associe un nom à une clé publique. C'est un document d'identité. Il peut dire je me renouvelle, comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut se renouveler tous les ans. Tous les ans, il faut cliquer sur un bouton pour dire oui, je veux bien rester membre, me renouveler. Il peut certifier quelqu'un qu'il connaît. Il peut révoquer son compte. Vous vous dites, vous avez expérimenté la monnaie, par exemple, et puis au bout de 3 mois, 6 mois, vous vous dites, en fait, ça ne correspond pas à ce que je cherchais, ça ne me convient pas, j'arrête. Vous pouvez révoquer votre compte et le jour au lendemain, il ne crée plus de monnaie, il n'est plus utilisable. Alors, on n'en fait rien. En fait, comme il y a une création exponentielle de monnaie, il y en a toujours de plus en plus, les gens qui meurent ou qui révoquent leur compte, ils ne créent plus le DU tous les jours, donc leur part de monnaie va devenir négligeable avec le temps. Elle va s'effacer d'elle-même, finalement. Et donc, enfin, il y a les transactions, bien sûr. Un membre peut envoyer des junes à un autre membre. Et vous avez un lien ici vers un petit outil web qui vous donne un exemple textuel de chaque document, un exemple du format texte de chaque document. Ça y était dans ce diapo au départ et j'y ai enlevé pour faire plus court, en fait. Sinon, je me suis dit que je ne tiendrais jamais les temps. Et donc, pour les documents, il y a 2 formats. Il y a ce qu'on appelle le format RAW ou plain text. C'est un format décrit dans le protocole qui est le format dans lequel on va signer le document, format que vous devez reproduire pour vérifier la signature exactement à l'espace près, parce que sinon la signature ne sera pas valide. Et il y a un format compact, c'est le format dans lequel on va écrire le document dans le bloc. Les formats sont différents parce que quand vous insérez le document dans le bloc, vous avez des données contextuelles fournies par les métadonnées du bloc qui font que c'est redondant avec ce qui est déjà dans le document. Et donc, on va écrire un format compact du document avec juste les informations utiles. D'où le fait qu'il y a 2 formats. Ensuite, donc, les sources de monnaie. Donc là, ce que je vais expliquer, ceux qui connaissent déjà le fonctionnement des sources de monnaie dans le Bitcoin, ils savent déjà comment ça marche puisque c'est quasiment pareil. Donc, l'idée, c'est que quand on fait une transaction, en fait, on ne va pas écrire Jean envoie 30 junes à Dupont. Ce n'est pas comme ça qu'on l'écrit. En fait, on va définir une notion de source de monnaie. Ce sont des sources atomiques. En fait, quand vous envoyez de la monnaie à quelqu'un, vous devez dire d'où vient cette monnaie. Ça permet d'empêcher la double défense, notamment. Donc, toute la monnaie que vous possédez, elle a forcément une source. Soit c'est un dividende universel, soit c'est une transaction précédente. Et donc, une transaction, elle a en entrée, en input, des sources qu'elle va consommer, qu'elle va détruire, et en sortie, en output, des sources qu'elle va créer. Et donc, ces sources qu'elle va créer, en output, elles pourront être utilisées dans une future transaction. Et c'est pour ça que ces sources de monnaie-là, on appelle ça les Unused Transaction Output, résumé UTXO. C'est les sources de monnaie issues d'une transaction précédente. Et donc, quand vous faites une transaction à quelqu'un, vous allez consommer des sources en entrée. Par exemple, je veux envoyer 11 junes à Hugo. Donc, je vais consommer 2 sources de 10 junes, qui sont 2 dividendes universels de 10 junes que j'ai créées. Et en sortie, je vais créer une UTXO de 11 junes envers la clé de Hugo et une autre de 9 junes en rollback envers ma clé, en payback. Pourquoi ? Parce que les sources sont atomiques. Quand vous consommez une source de monnaie, vous la consommez entièrement. Donc, si ça n'avait pas pile le montant, il y a un reste que vous vous renvoyez à vous-même, en fait. Et quand vous envoyez de la monnaie, quand vous créez une source de monnaie, vous pouvez dire donc
la clé destinataire, mais en fait, vous pouvez faire beaucoup plus que ça avec Dinitor, avec la June. Les logiciels clients n'exploitent pas encore cette possibilité, mais vous pouvez en fait créer tout un script. Vous pouvez dire, j'envoie de la monnaie qui va être débloquable si Hugo signe et Polar signe. Ou si Hugo et Polar ou Attila, vous pouvez faire des conditions. Ou alors s'il y a une semaine qui est passée, vous pouvez mettre de la durée. Il y a des fonctions de durée en fait. Quand vous écrivez un document de transaction, enfin c'est le client qui l'écrit pour vous, le logiciel client, il ne va pas écrire j'envoie de la monnaie à Hugo, il va écrire les conditions de déblocage. Il va écrire la condition, c'est la signature de la clé publique de Hugo. Mais il peut dire la condition, c'est la signature de la clé publique de Hugo et qu'une semaine soit passée, par exemple. Voilà, on peut faire tout un tas de choses déjà, c'est pas encore exploité par les clients, mais ça permettra notamment ces conditions sur les durées avec des codes aussi, on peut rajouter le hash d'un code, ça permet de faire du cross-blockchain. Avec ça, on pourra nativement échanger de la monnaie de façon automatisée avec d'autres crypto-monnaies. Alors, donc c'est ce que je disais, les preuves d'utilisabilité. Donc on a des preuves d'une source, donc là je rentrais un peu dans les détails du format, mais c'est peut-être pas très utile pour vous, mais comme je disais, une preuve, donc vous allez prouver pour consommer la monnaie, vous allez indiquer que vous êtes signataire, et vous allez aussi fournir un code. C'est tout, parce que les autres conditions, c'est une certaine durée ou une certaine date. Ces preuves-là sont apportées toutes seules par le temps blockchain. Je ne l'ai pas dit, mais la blockchain elle a son propre temps, qui est le temps moyen des 24 derniers blocs, et c'est ce temps-là qui fait foi. Et donc, si on dit vous pouvez consommer cette monnaie à partir du 1er janvier, c'est est-ce que le bloc a un temps blockchain qui est au 1er janvier ou plus. Et donc, vous n'avez pas besoin d'apporter une preuve qu'on a dépassé le 1er janvier, la preuve est déjà dans le bloc. Pareil pour une certaine durée écoulée. Donc, les seules preuves que vous pouvez apporter, c'est des signatures ou des codes. Et donc, de la même façon, là, je détaillais un peu le format de comment on peut détruire une monnaie. Donc là, on voit par exemple, on voit que les sources qu'on va déclarer pour les détruire, on met le montant, dire CD pour un dividende ou T pour une ancienne transaction, la clé publique, le bloc qu'il a créé. Donc là, par exemple, c'est un dividende universel qui a été créé par la clé DO6Y au bloc 104 937, c'est un exemple. Hein. Et là, on voit que c'est une source de monnaie de 80 000 centimes de June. Ah oui, pardon, l'écran. Alors, il faut savoir que dans la blockchain, c'est des centimes. On ne voulait pas s'embêter avec les nombres entiers. Dans le protocole, avec les nombres flottants plutôt, pardon. Dans le protocole, il n'y a pas de nombre flottant. On ne voulait pas avoir de problème d'arrondi, etc. Donc tout est en nombre entier. Et en fait, du coup, ce qu'on écrit dans la blockchain, ce sont des centimes de June. Mais comme on crée exponentiellement de la monnaie, il y en a toujours de plus en plus. À un moment, on ne va plus avoir assez d'espace, même sur un int, pour écrire le nombre de June qu'on a. C'est pour ça qu'il y a une base qu'on rajoute qui vaut 0 pour l'instant, qui au bout de 123 ans, je crois, vaudra 1 pour la June. On a une monnaie de test où la base est déjà passée à 1. La base, en fait, c'est des puissances de 10. À un moment, en fait, on décale la virgule. À un moment, on a créé tellement de monnaie qu'on décale la virgule. Et donc, c'est là qu'il peut y avoir effectivement des destruction monétaire parce que si vous avez moins que la dernière décimale, ça disparaît. Mais bon, c'est tous les 123 ans, donc on a le temps de voir venir. Donc là, c'était un peu le schéma général d'un serveur blockchain d'Unitor ou d'Unitrust avec différents modules fonctionnels. Donc il y a un module blockchain qui vérifie la validité des blocs et qui les applique, qui va donc créer des index pour décrire l'état de la monnaie. Parce qu'après, les logiciels clients, ils vont se brancher ici sur une API client et eux, ils s'en foutent de ces histoires de sources, etc. Eux, ils veulent savoir, j'ai combien sur mon compte. Voilà. Donc dans les index, on va indexer ces données-là, l'état courant de la monnaie, qui a combien de June, etc. Et on va répondre aux clients ces informations-là via une API. Aujourd'hui, historiquement, donc, c'est une API REST qui s'appelle BMA, ça veut dire Basic Merkle d'API, même si en réalité, les arbres de Merkle, on ne s'en est jamais servi. Et il y a une nouvelle API client en concession qui sera une API GraphQL. Pour ceux qui connaissent un peu GraphQL, c'est un peu l'avenir au niveau API client, donc on est en train d'y passer aussi. Il y a une API dédiée pour la communication entre les serveurs blockchain. Ce n'est pas la même API, c'est par des WebSockets, c'est un peu différent. Et ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que quand vous envoyez un document utilisateur, supposons que vous envoyez une transaction, une certification, elle ne veut pas être inscrite dans la blockchain tout de suite, c'est pas possible. Ne serait-ce parce que peut-être il y a des règles du protocole qui font qu'elle ne peut pas être écrite maintenant. Et puis il faut le temps que le nœud en question trouve un bloc. Du coup, il a ce qu'on appelle une mempool. Alors nous, on parle abusivement de piscine, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas d'où vient ce terme, mais on emploie souvent piscine sur le forum. Mais voilà, mempool, c'est une mémoire temporaire, on va dire, dans laquelle on met tous les documents qu'on a reçus du réseau. Et quand on peut écrire un nouveau bloc, il y a un bloc générateur qui va prendre tous ces documents, les mettre dans un bloc.
et puis faire la preuve de travail. Et s'il trouve un bon bloc, il l'envoie au réseau, il s'envoie à lui-même et il va l'appliquer dans sa blockchain avec ces fameux index. Mais les index, en fait, il y a 2 types d'index. Vous avez besoin de l'état de la monnaie pour 2 choses. Vous avez besoin de l'état de la monnaie pour pouvoir vérifier la validité d'un bloc, vérifier qu'une transaction, elle consomme des sources qui existent bien, qui sont bien possédées par la bonne personne, qui respectent toutes les conditions, etc. Mais ça, le client, ça lui sert à rien. Le client, il a besoin d'un index particulier, comme le fait de savoir que tel membre a tant de thunes sur son compte, que tel membre a reçu telle certification. Et ça, ce sont des index à part, en fait, qui ne sont pas les mêmes. C'est-à-dire que si vous avez un serveur blockchain qui n'a pas d'API client, il va avoir des index réduits qui vont juste lui servir à calculer des blocs et à vérifier la validité des blocs, qui ne seront pas du tout les mêmes. Donc voilà, là je donnais un peu les types de chaque... les descriptions de chaque module. Donc, quand un nœud reçoit un bloc, qu'est-ce qui se passe techniquement ? En réalité, il reçoit un bloc, il va y avoir plusieurs phases de validation. Il y a d'abord une validation locale, on va expliquer juste après ce que c'est, puis une validation globale qui va vérifier toutes les règles du protocole, il y en a 108 aujourd'hui. Et enfin, si toutes les règles passent, il va appliquer le bloc, c'est-à-dire mettre à jour ses index. Et il va relayer le bloc au reste du réseau. Et si jamais ce n'est pas valide, il va identifier ce qu'on appelle le block stamp, c'est le numéro du bloc plus le hash du bloc, qui permet de l'identifier de manière unique. Et il va dire, ce bloc il n'est pas valide, je m'en souviens parce que je vais peut-être le recevoir si je me fais spammer, ou si le réseau me le renvoie parce qu'il y a des rebonds, je ne vais pas vouloir retester toutes les 108 règles. Si c'est à la 108e qu'il y avait un problème, c'est bien de s'en souvenir. Voilà, donc on le note. Donc, pour aller vite, parce que la vérification globale c'est un peu long, il y a 2 étapes. Il y a une vérification locale, on va vérifier la cohérence du format, on va vérifier toutes les signatures, on va vérifier que le bloc est cohérent en lui-même. Et ensuite, il y a une validation globale où là, on va aller chercher par rapport aux index qu'on a dans notre base de données, finalement, est-ce que ça respecte toutes les règles spécifiées dans le protocole. Donc, s'il y a une grammaire avec les règles les unes après les autres qui évoluent quand on se rend compte qu'il y a des choses à changer. Et donc, les index dont je vous parlais, le protocole, il définit 4 index qui sont les index nécessaires et suffisants pour pouvoir vérifier si un nouveau bloc est valide ou pas. Si les transactions, les certifications qu'il contient, tous les événements qu'il contient sont-ils conformes au respect du protocole. Voilà, donc index des identités, index des adhésions, index des certifications, index des sources de monnaie. Donc il y a un lien vers une conférence détaillée sur YouTube que j'avais faite qui rentre plus dans le détail de chaque index. Là, je me suis dit que ce n'était pas pertinent pour vous de rentrer dans le détail de chaque index. Simplement, voilà. C'est pour ceux qui veulent savoir un peu, voilà, il y a 4 types d'index. À chaque fois, on a une clé et puis plein de colonnes. Et ils vont être mis à jour. On va ajouter une ligne chaque fois qu'on a un événement dans un bloc. Alors ensuite, comme je le disais, quel que soit le mécanisme de consensus qu'on a, il peut toujours arriver, même dans une preuve de travail, qu'on ait 2 blocs trouvés, pas forcément en même temps, mais à des moments proches. Supposons que vous avez 2 nœuds sur le réseau qui sont donc éloignés les uns des autres du point de vue réseau. Et ils trouvent des blocs même à peut-être quelques secondes d'intervalle, ou même 10 secondes d'intervalle, mais le temps que le bloc a été trouvé par le premier soit rebondi jusqu'au second et que le second comprenne « Ok, j'ai reçu ce bloc, donc j'arrête de calculer le prochain bloc et j'applique celui-là », peut-être qu'entre-temps, il en a trouvé un. Et donc, on va se retrouver avec 2 blocs. Du coup, là, on s'est inspiré de ce que faisait le Bitcoin, mais en faisant un petit peu différent. On a un algorithme de résolution des forks, dynamiquement, parce que des forks réseau, des forks, il y en a environ 2 ou 3 par jour, mais généralement, ils vont durer un bloc. C'est-à-dire vous avez la branche alternative va faire un seul bloc, puis la branche principale va continuer, et ce un seul bloc, il va juste disparaître. Ça, c'est la plupart du temps. Parfois, c'est un peu plus long, mais c'est très rare. Donc là, vous avez les 3 règles que nous, on s'est fixées pour notre algorithme de résolution des forks. Donc, première règle, c'est toujours la branche la plus longue qui l'emporte. Ça permet, supposons que vous avez un fork et vous avez un quart du réseau sur une branche et les 3 quarts sur une autre. Mécaniquement, la branche où il y a les 3 quarts du réseau, elle va avancer plus vite. Parce que les 2 sont soumis à la même fenêtre courante, il y a une fenêtre courante commune, donc il y a la même difficulté commune et au même handicap, aux facteurs d'exclusion, etc. Et donc la branche où il n'y a qu'un quart des membres du réseau, à moins qu'ils aient les 3 quarts de la puissance de calcul, mais vu qu'il y a des handicaps, même avec ça, ça ne suffira pas, ils vont avoir du mal à trouver des blocs. Donc cette branche, elle va avancer plus lentement, voire plus avancer du tout en fait. Et l'autre branche, où il y a les 3 quarts du réseau, elle va avancer beaucoup plus vite. Donc à un moment, elle va être plus longue. Et donc, si on se base toujours sur la branche la plus longue, on se base toujours sur la branche sur laquelle il y a le plus de membres.
Donc c'est démocratique, c'est la majorité qui gagne, quoi. Et le seuil, pour nous, c'est de dire qu'il faut que la branche la plus longue, elle doit avoir au moins 3 blocs d'avance et 15 minutes d'avance. Et pour éviter les attaques qui réécriraient toute la blockchain en nous disant de considérer ça comme un fork, on dit qu'on peut rollback jusqu'à 100 blocs maximum. C'est-à-dire que rollback, c'est quoi? C'est supposons je suis là, à C5, c'est-à-dire le bloc numéro 5, HC, et je dis, bah non, en fait, la bonne branche, c'est A3. Ah oui, pardon. Bah, je vais rollback 2-3 blocs. Bah, on peut dire, je peux retourner en arrière que jusqu'à 100 blocs. Et rollback, c'est je vais appliquer ce bloc à l'envers, je vais défaire ce que j'ai fait. Les transactions qui étaient dedans, je vais les remettre dans ma même pool, etc., pour les réécrire sur la nouvelle branche. Et du coup, si je peux retourner en arrière à l'infini, bah, typiquement, je pourrais avoir un attaquant qui me dit de tout réécrire depuis le bloc Genesis. Je suis bien embêté. Donc là, je réécris jusqu'à 100 blocs en arrière maximum. Dans A3 et C3, c'est les mêmes transactions ou pas du tout? Pas forcément, on ne sait pas, qu'importe. L'idée, c'est qu'il y a des blocs, ils contiennent des transactions. Ils peuvent contenir des transactions en commun, bien sûr. La plupart du temps, une transaction, elle pourrait être parfois dans les deux, mais pas toujours. Typiquement, quand je regarde un fork, tu vas avoir des transactions dans les deux, puis des transactions dans un seul des deux. Ça va dépendre de plein de choses, de ta transaction, tu l'as envoyée à quel nœud il l'a relayé, qui l'a eu à temps, etc. Il y a plein de... La synchronisation des mêmes pools, etc. Donc c'est un peu au hasard. Et des fois, la transaction qui est ici, elle va y être, mais ici, pas dans le même. Bon, il peut y avoir plein de différences. Qu'importe. Là, l'idée, c'est, en tout cas, toutes les transactions qu'on a là, on va les prendre et on va les réécrire de toute façon dans la nouvelle branche. Enfin, on va switcher là et on va les réécrire. Enfin, si on doit switcher, évidemment. Parce que là, alors, à l'origine, ces diapos, c'était un petit jeu, en fait, où on avait un exemple concret, donc où 0, 1, 2, 3, 4, 5, c'est le numéro du bloc, et ABC, ce sont des branches différentes. Donc là, on n'a pas les HD blocs, je vous ai identifié les branches. Et l'idée, c'était de se poser la question, bah voilà, connaissant ces règles, supposons donc moi, je suis en A3, voilà, je suis sur la branche A, je vois ça c'est ce que je perçois du réseau, parce qu'il se peut que la branchée, je ne la vois pas, par exemple. C'est pas parce qu'il y a une branche plus longue que je la vois, il faut la voir aussi, c'est pas évident. Par définition, un réseau décentralisé, il est toujours incomplet et incohérent, donc on ne voit pas toujours la branche alternative tout de suite. C'est ce qui fait qu'un fork peut se créer d'ailleurs. Si on avait une vision parfaite du réseau à tout instant, il n'y aurait jamais de fork quasiment. Donc là, par exemple, à votre avis, je suis sur la branche A, est-ce que je dois changer de branche? Voilà, par exemple. Bon, là, c'est facile, hein, on voit que la branche C, elle a que 2 blocs d'avance. Donc, Oui, excuse-moi, juste une question de précision. Oui. Donc, si je suis un nœud, c'est moi qui décide sur quelle branche je vais agir. oui. Et comment est-ce que je sais justement que si un fork est parti, comme tu dis, c'est pas forcément visible? Comment est-ce que je vais avoir genre cette conscience de ce qu'il y a et de là où est-ce que je peux aller et là où est-ce que je peux commencer à valider? Alors en fait, quand tous les nœuds du réseau sont connectés en permanence via une API dédiée, qu'on appelle WS2P, donc c'est une API WebSocket, où les nœuds se rebondissent les blocs, toujours. Et donc, quand un nœud reçoit un bloc, même si pour lui c'est un bloc de fork, parce que supposons je suis en A3 puis je reçois le bloc C3, à un moment je vais recevoir le bloc C3 du réseau, mais je vais quand même le garder en mémoire dans un arbre des forks local, en fait. Et jusqu'à ce que je sache, est-ce qu'il y en a suffisamment pour que je dois switcher sur la nouvelle branche. Donc en fait, même quand on reçoit un bloc qui n'est pas valide de notre point de vue, on va le garder en mémoire justement pour pouvoir switcher si jamais on se rend compte plus tard qu'on est sur la mauvaise branche. Merci. Donc là, évidemment, je reste sur la branche A puisque la branche C, elle n'est pas encore assez avancée. Donc là, je suis au début d'un fork. Apparemment, je suis sur une branche qui semble minoritaire, mais on ne sait pas. La branche C n'a pas encore avancé, mais s'il y a un bloc C6 qui arrive, alors là, je vais switcher sur C. Donc là, il y avait un exemple d'un cas un petit peu plus compliqué, où cette fois-ci, il y a beaucoup de branches. Donc je suis toujours sur A3. Donc là, c'est un cas... Alors ça, en fait, ça n'arrive quasiment jamais. Hein. Ce qui arrive, c'est 2 branches. 3 branches, je crois que j'ai jamais vu. 3 branches, ça va arriver si vous avez un bug ou un problème de version. Par exemple, vous avez des nœuds qui ont des versions différentes sur le réseau et qui appliquent des règles un peu différentes. Quand on fait une mise à jour, typiquement, vous avez sur le réseau parfois quelques jours ou quelques semaines avec des versions différentes. Et ça peut provoquer des effets de bord. On essaye maintenant, ce qu'on met en place, c'est qu'il y a un quota où les nœuds, ce qu'ils font quand ils sont à jour, c'est qu'ils vont marquer leur bloc avec une marque un peu spéciale dans le nonce.
Et quand on voit que cette marque est majoritaire, alors là, on applique le changement de règle pour éviter justement ces effets de bord. Mais au début, on ne faisait pas ça et on avait eu quelques problèmes, justement. Donc, on s'améliore petit à petit, voilà, par itération. Donc là, supposons on a 3 branches. Je suis sur A3. Bon, bah, à votre avis, qu'est-ce que je fais? Je pense que tout le monde a la réponse, hein, c'est facile. Voilà, évidemment. Voilà. Je rollback 2 blocs, puis j'empile sur la branche B. Donc là, je vais appliquer à l'envers les blocs A3 et A2. Je vais arriver sur A1. Puis je vais m'en souvenir que je suis dans mon rollback parce que je vais appliquer ces blocs-là. Mais il y a une chose que je ne vous ai pas dit sur les forks, c'est que vérifier la validité d'un bloc, c'est long. Donc en fait, quand on reçoit des blocs de fork, on ne vérifie pas leur validité. On vérifie juste la fameuse validation locale dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et donc ce qui se passe, c'est que quand je suis là et que j'ai reçu les blocs B2 à B6, je les ai stockés à côté et je sais qu'ils sont empilables, que je vais devoir switcher dessus. Mais quand je reçois B6, je sais que je dois switcher dessus, donc je switch dessus. Et c'est seulement là que je vais vérifier un à un la validité. Et peut-être qu'au bloc B5, je vais me rendre compte, ah bah non, en fait, le bloc, il n'est pas valide. Et du coup, je vais revenir sur A3. Donc c'est un peu compliqué techniquement à coder ça, parce que y a une notion de rollback et de rollback du rollback éventuellement. Voilà, donc c'est coton, comme on dit. Donc voilà, là un exemple un peu limite, avec justement la fameuse limite qu'on appelle fork window size, nous dans le code, c'est le 100 blocs maximum de retour. Donc là, je suis dans le bloc A102. Donc, qu'est-ce que je fais? Bloc A102, est-ce que je reste sur la branche A? Est-ce que je vais sur la branche C? Est-ce que je vais sur la branche B? Alors en fait, c'est pas aussi simple, il faudrait modifier le code. En fait, en fait, si un node ne switch pas, il va juste rester désynchronisé et à un moment, l'utilisateur va se rendre compte, il va faire une resynchronisation manuelle sur la bonne branche. Parce qu'en fait, il va plus servir, quoi. Il faudrait modifier le code pour vraiment changer de monnaie. Non, là, on voit que je peux remonter à 100 blocs maximum inclus. Donc, à votre avis, est-ce que je peux remonter là ou pas? Ah, il y en a qui disent sur C. J'ai entendu. Bon, oui, voilà, c'est pas très compliqué, effectivement. Comme c'est 100 blocs inclus, effectivement, je switch sur C. Donc, je vais rollback 100 blocs, c'est le cas limite, et je vais empiler sur la chaîne C. Avec un bloc toutes les 5 minutes, ça fait en moyenne, une 9 heures de rollback maximum. 100 blocs, c'était un peu au pifomètre qu'on avait mis 100, parce qu'on ne savait pas trop quelle limite mettre. On se rend compte aujourd'hui qu'on pourrait descendre à 50, parce qu'en réalité, les forks réseaux, en tout cas les forks qui ne sont pas liés à un bot ni à des versions différentes, ils font toujours moins de 10 blocs dans la pratique. Donc on pourrait descendre cette limite, mais on avait peur de la mettre trop basse au début. Donc voilà, si en expérimentant, on a fixé 100 blocs et on voit qu'on pourrait descendre, on va descendre. Et puis après, on verra s'il faut remonter. C'est aussi... voilà, c'est aujourd'hui, on est encore assez peu de développeurs, donc on se met d'accord. Il y a une seule version du protocole qu'on pousse. Bon, les utilisateurs qui ont un membre, ils peuvent faire la mise à jour ou ne pas la faire. S'ils ne la font pas, ils ne pourront plus faire fonctionner la monnaie, quoi, c'est tout. Si un jour il y a un conflit, si un jour vraiment entre développeurs on n'est pas d'accord parce qu'on veut changer la règle comme ça, mais il y en a d'autres qui pensent qu'il faut la changer comme ci, et là par contre il y aura un choix de la communauté et c'est la majorité qui va gagner. Et si la minorité elle n'est pas contente d'avoir perdu, elle va forquer, il y aura 2 monnaies. C'est ce qui s'est passé entre Bitcoin et Bitcoin Cash, entre Ethereum et voilà. Et pour la June, forcément, ça arrivera un jour. Il ne faut pas croire qu'éternellement, on restera tous unis, à être tous d'accord. Aujourd'hui, on est petit, on est 2500 membres, une quinzaine de contributeurs, donc forcément, on est tous d'accord. Si ça se trouve, dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, la June va forquer en plusieurs monnaies. C'est quasiment certain, mais on en est encore très loin. Oui ? Qui peut changer ses limites et comment est-ce qu'on le fait en pratique du coup? Alors, en pratique, on en discute sur notre forum technique, forum.uniteur.org, et quand il y a un changement de protocole, on en discute d'abord avant, et quand il semble se dégager un consensus, ou même un peu avant des fois, il y a quelqu'un qui va qui va rédiger une nouvelle RFC, qui va rédiger des spécifications, qu'il va soumettre sur notre GitLab. Il va dire, voilà, j'ai rédigé là on est en V11, par exemple, j'ai rédigé une V12 qui change ça, ça, ça et ça. Les autres vont relire, ils vont vérifier, et puis ils vont faire des retours, on va en discuter jusqu'à ce qu'on ait un compromis. Et quand on est tous d'accord, pour ça c'est un peu long, dans ce cas-ci, les développeurs des serveurs blockchain, ils vont pouvoir l'implémenter dans le code. Et là, vous êtes libre de faire la mise à jour ou de ne pas la faire. Et si les développeurs sont tous d'accord, tout va bien. S'ils ne sont pas d'accord,
soit en fork, il y a deux monnaies, mais on n'est pas prêt à forquer juste pour un petit désaccord, soit généralement, on se dit, tant pis, je suis minoritaire, mais bon, je ne vais pas forquer de monnaie juste pour ça, on ne le fait pas. Et Louis, je peux rajouter un tout petit truc. Oui. Quand il dit on est libre d'appliquer les changements ou pas, on est non seulement libre, mais informé. C'est-à-dire qu'on travaille beaucoup à faire de la vulgarisation auprès de toute la communauté qui a des nœuds, qui n'est pas nécessairement technophile, pour expliquer pourquoi on fait ces changements et qui se rendent compte que on n'est pas en train d'essayer de prendre le pouvoir et de les arnaquer tous. Donc la vulgarisation auprès de gens non technophiles, c'est quelque chose de très important dans le projet et qu'on fait systématiquement. Oui, c'est vrai. Quand il y a un changement de règle, il y a toujours une communication sur le site officiel, sur les forums, qui est transmise après dans les groupes locaux, etc. Et donc les gens savent qu'il y a telle règle qui va changer, etc. Alors quand c'est très technique, ça leur parle pas du tout, mais voilà, au moins ils savent que. Et puis ils ont peut-être un ami informaticien qui a vu l'info et qui leur dit ah oui, tout va bien. Bon, voilà. Et puis après c'est par proximité, quoi. Voilà, par confiance. Voilà pour les branches de fork. Et avant de conclure, donc juste un mot sur le protocole réseau et après on passera aux questions. Donc comme je l'ai dit, notre protocole réseau c'est des WebSockets et donc c'est des connexions permanentes bidirectionnelles, c'est-à-dire que il y a deux types de nœuds sur le réseau. Il y a les nœuds publics qui vont pouvoir recevoir des connexions et il y a les nœuds privés. Un nœud privé, il peut émettre une connexion, mais une fois qu'il l'a émis, qu'il est branché par WebSocket avec un nœud public, il va recevoir spontanément des infos du réseau, même si vous n'avez pas ouvert un port sur votre box. Simplement, vous avez l'avantage du nœud privé, c'est qu'il fonctionne sans aucune configuration réseau. Vous lancez d'Uniteur et spontanément, il va se connecter à des nœuds publics et il va pouvoir recevoir des blocs, en envoyer, parce que la connexion est bidirectionnelle. Des documents aussi, tout pareil. Évidemment, s'il n'y a aucun nœud public, il n'y a pas de réseau. Il faut qu'il y ait des nœuds publics. Mais pour avoir un nœud public, là, par contre, il faut ouvrir un port sur sa box ou sur son serveur dédié, etc. Voilà, là, il faut un peu plus de manipulation. Et voilà, ChatNode a un quota de connexion limité. Et l'idée, en fait, c'est que un nœud public, il reçoit des connexions, il les garde en permanence. En fait, quand il est connecté à un bloc, il la garde. Et il y a une notion de priorité. S'il y a un nouveau nœud qui veut se connecter, il va en élaguer une de temps en temps. C'est pour ça que je disais, les nœuds, ils sont connectés en permanence. En fait, c'est des WebSockets qui restent en permanence et il y a un quota. Par exemple, je vois que je dois avoir, par exemple, 10 connexions sortantes. Si j'en ai que 5, je vais en établir de nouvelles. Et une fois que j'en ai 10, je m'arrête. Et du coup, je suis persuadé d'en avoir toujours en moyenne une dizaine. Voilà, je ne vais pas me retrouver à un moment avec 0 ou une ou deux connexions. Voilà pour le protocole réseau. Et je vous remercie de votre attention. Voilà. Donc le diapo a été réalisé avec Remark.js et les graphes avec Mermaid.js. Et donc vous pouvez retrouver le code source des slides sur mon dépôt. L'URL est ici. Donc voilà, s'il y a des questions, qu'elles soient techniques ou économiques, on peut y répondre. Moi j'ai une question, c'est sur le tout début quand tu parlais donc d'être à moins de 5 nœuds de 80% des gens au final, enfin d'être à moins de 5 certifications de 80% des gens. Pour vérifier ça à chaque fois que qu'en effet tu es bien à 5 personnes, à part tout tester, comment est-ce que tu peux trouver cette solution au final? Alors le calcul effectivement demande toute la toile. Pardon. Le calcul demande toute la toile et en fait le calcul il est fait une fois par an quand tu renouvelles ton adhésion. Okay. Une fois par an quand tu renouvelles ton adhésion, le serveur blockchain lui il a toute la toile en local. C'est un calcul un peu coûteux, c'est pour ça que je vous parlais de module C++ tout à l'heure. Aujourd'hui c'est fait en C++ dans Uniteur et on va effectivement explorer tous les chemins pour trouver justement combien de membres tu atteins en 5 pas. On va prendre tous tes certifieurs. Pour chaque élève, on va prendre tous leurs certifieurs. On va itérer 5 fois comme ça. Et on va compter combien de membres tu atteins. Parce que là, 2000, ça va, mais quand il y aura 9 milliards de personnes, ça va... Alors, on a fait un peu des simulations. On a un physicien et mathématicien, Gérard 94, qui a développé WhatWizard aussi. Il avait étudié que ça évolue de façon polynomiale et non exponentielle, ce calcul. Et on avait testé un petit peu, justement, de faire ce calcul avec genre des millions de membres. Et en vrai, ça se fait en un temps raisonnable. Disons qu'une fois par an, par membre, ça va. C'est un calcul coûteux, mais il se fait en un temps raisonnable. Ok, d'accord. Oui. Je voudrais savoir en fait quelle est la position de l'État par rapport à June, parce que une très grosse partie de notre budget national vient de la TVA. Donc le quasi-monopole sur la monnaie, c'est un gros vecteur de puissance. Alors, par rapport à l'État, il faut comprendre que nous, en fait, comment dire, l'idée, c'est qu'il y a une théorie, la théorie relative de la monnaie, qui dit que le monnaie libre est possible, voilà, on peut comment la mettre en place. Nous, c'est une expérimentation. On dit, voilà, on va pas demander l'autorisation à qui que ce soit, on le fait, parce qu'on estime être libre de le faire.
Et donc, on expérimente la June, et donc l'État n'a pas de position par rapport à ça. Il ne s'est pas prononcé, et quand on voit le Bitcoin, au bout de combien de temps il s'est prononcé, je pense que rendez-vous dans 10 ans pour une éventuelle position de l'État. Toujours est-il que techniquement, il ne peut pas nous empêcher de l'utiliser. Après, légalement, il peut peut-être l'interdire un jour ou pas. Pouvoir, c'est l'État, on ne sait pas. L'État, c'est... Voilà. Après, on peut laisser Attilas peut-être apporter sa réponse. Oui, non, je voulais juste apporter quelques précisions par rapport à ce que tu dis, parce que c'est une question que je me suis posée très très tôt. Au moment où je rentrais, justement, le premier truc que j'ai pensé, c'est attendez, on fabrique de la monnaie, c'est super puni normalement. Et en fait, la réponse m'a été donnée par un des membres qui est commerçant et qui vend en June. Dans le cadre de son commerce, il a donc fait deux comptabilités, une comptabilité en euros, une comptabilité en June, et il a tout déclaré aux impôts. C'est-à-dire, il a dit, voilà, j'ai fait tant en euros, tant en June, etc. La réponse des impôts est géniale, on s'en fout. Voilà. Pourquoi ils s'en foutent? Eh bien, parce qu'à cause de ce qu'on a dit sur la réserve de valeur au début, on n'est pas une monnaie pour eux, on est du troc. L'État nous appelle officiellement une monnaie troc. On n'est pas de la monnaie pour eux pour l'instant. Moi, j'ai une question. En fait, qu'est-ce qui empêche quelqu'un de spéculer votre monnaie? Vous avez dit c'est le fait que la monnaie devienne de moins en moins intéressante au fur et à mesure. C'est ça. Et je voulais vous demander confirmation et j'ai pas très bien compris comment ça marche. Et deuxième chose, en fait, votre monnaie... ok, je vais faire le gars de droite, mais qu'est-ce qui... Enfin, ça nie un petit peu le facteur travail, parce que si à terme on a tous le même argent, alors on va travailler uniquement pour avoir plus que les autres, mais juste un tout petit peu plus, quoi, parce que j'ai l'impression qu'il est très difficile d'accumuler dans votre monnaie. Alors, en fait, c'est une impression un peu deux fausse questions, parce du que la convergence des comptes, elle se fait sur 40 ans. Donc, en fait, si tu travailles plus, tu auras quand même plus de June que les autres. Simplement, comme au bout de 40 ans, ça converge, tu vas pouvoir en profiter pendant quelques décennies. Mais si tu n'en fais rien, tu ne pourras pas transmettre cette plus-value à tes générations. Si tu travailles plus, ça sera pour ta vie, mais ça pourra pas, tes enfants ne pourront pas en bénéficier. L'idée, c'est que le travail reste récompensé, mais seulement pour celui qui a travaillé, pas pour ses descendants. Ça marche. En fait, vous voyez, là, c'est un peu les schémas qu'on voyait tout à l'heure. En fait, ce qu'il faut voir avec ce système de création monétaire, c'est qu'étant donné que tout le monde crée de la monnaie tout le temps, en fait, il y a le mécanisme de convergence qui s'applique tout le temps. Et donc, c'est-à-dire que même des individus, là, on simule 3 individus qui, en fait, partaient d'un stock monétaire quelconque, ils convergent, mais là, ils échangent. On voit que Monsieur Jaune, là, il a donné un peu de monnaie à Monsieur Rouge, et que, du coup, forcément, leur compte va évoluer. Mais ce qu'on voit, c'est qu'en fait, la convergence s'applique tout le temps. Et donc, en fait, au contraire, ça reconnaît beaucoup plus le travail de chaque être humain, en considérant que chaque être humain est potentiellement créateur de valeur de la même façon. Et ça évite, alors ce qu'on parlait d'héritage tout à l'heure, le truc de l'héritage, effectivement, c'est ça, c'est qu'en fait, la monnaie des vivants se crée en permanence, ça crée ce système de convergence. Ceux qui sortent du système monétaire, leur stock monétaire va diminuer parce que la monnaie des autres continue à être créée. Donc relativement, quelqu'un qui ne crée plus de monnaie, il voit toute la monnaie des autres continuer. Donc en fait, tu représentes de moins en moins par rapport aux autres. Et du coup, en fait, ça sort l'individu du schéma qu'on pense aujourd'hui où effectivement que si on a d'héritage, en fait on accumule et en fait c'est un jeu, enfin c'est complètement biaisé, alors que dans un système comme ça, chaque être humain, il y a le même concept. Donc c'est-à-dire que en fait ça permet à chaque être humain de pouvoir valoriser vraiment ce qu'il considère lui comme étant de la valeur. Ça permet à chaque être humain de pouvoir travailler librement et de reconnaître le travail des autres librement, parce qu'on a tous ce système-là et qui fait qu'on peut très bien, lui là ça n'empêche pas d'être beaucoup plus riche que lui. C'est juste qu'au bout de 40 ans, et ben en fait, la vie des autres, le fait qu'il y ait des humains qui soient morts, il y en a d'autres qui sont nés, et puis en fait, il y en a d'autres qui évoluent, et du coup, en fait, ça respecte chaque être humain, et ça permet de mettre chaque être humain sur le même pied d'égalité, parce qu'au bout de 40 ans, tout le monde crée la moyenne de monnaie. Donc en fait, pour moi, c'est le contraire. J'ai une autre remarque concernant la valorisation du travail. Supposons, je suis le mec en bleu, j'ai travaillé dur, je suis dans une monnaie libre, bon, j'ai travaillé dur et tout, j'ai capitalisé, et puis je voudrais que mes enfants en bénéficient. L'égalité, elle est juste face à la création monétaire. Cette monnaie, je ne vais pas la garder parce que je sais qu'elle se dévalue. Donc si j'ai beaucoup travaillé, cette monnaie, je vais l'investir, je vais acheter du patrimoine, des maisons, des choses comme ça. Et du coup, mes enfants, ils vont hériter de mon patrimoine ou pas, ça dépend de la législation. Et là, comme c'est plus de la monnaie, je ne vais pas subir la dévaluation. Donc on peut, monnaie libre ou pas libre,
on peut dans tous les cas faire profiter les générations futures du fruit de notre travail. Mais simplement, on ne va pas pénaliser les autres générations du fait qu'on a plus de monnaie qu'eux. Parce qu'aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que les gens qui ont plus de monnaie, qui font hériter ça à leurs enfants peuvent vivre du capital, ils vont faire fructifier leur capital, et donc ils vont pouvoir vivre sans travailler ou en travaillant très peu, pendant d'autres galèrent à trouver un travail pour vivre. Et ça, ça crée des inégalités fortes, ça crée même des morts dans la rue, etc. Enfin, c'est pas cool. Et donc, ce que résout la monnaie libre, c'est juste l'égalité face à la création monétaire. Elle n'empêche pas les riches de rester riches, parce qu'ils peuvent rester riches en patrimoine, hors monnaie. Elle garantit aux gens qui n'ont pas eu la chance d'être enfants de riches, d'avoir quand même le dividende universel comme les autres, pour pouvoir s'en sortir dans la vie, avoir les mêmes chances en tout cas. Petit rajout auquel je tiens beaucoup, il y a pas mal de gens qui rentrent dans la monnaie libre en pensant qu'ils vont juste s'asseoir, toucher leur dividende et puis voilà que ce sera gagné. Alors que ce soit clair, on ne vit pas avec un dividende universel, mais pas du tout. C'est-à-dire que si vous produisez rien et que vous attendez juste que le dividende universel tombe, ok, vous pourrez peut-être vous acheter un timbre-poste une fois par mois et 2 pommes, mais ce sera tout. Vous n'allez pas vivre avec. Si vous voulez gagner des thunes, il faut être productif. Il faut vendre, il faut produire, il faut proposer des services, il faut faire des choses exactement comme dans n'importe quelle monnaie. Ce qui compte, c'est l'échange. Après, le dividende universel a quelque chose de très rassurant, même si c'est pas grand-chose en fait, mais c'est terriblement rassurant de savoir que demain, quoi qu'il se passe, on va créer, pas toucher. C'est-à-dire qu'on ne le doit à personne. On n'est pas dépendant d'un gouvernement qui va dire oui, on vous le donne ou on vous le donne pas. Là, c'est la règle. C'est-à-dire qu'on va créer cette monnaie tous les jours et ça a quelque chose de rassurant et ça change des comportements induits. Ça, j'ai pu le voir pendant... ça fait 2 ans que je m'en sers et je me rends compte qu'on est vachement plus généreux avec cette monnaie. Enfin, je veux dire, j'ai beaucoup plus de facilité à donner pour des projets qui me plaisent en thunes qu'en euros. Et pour cause, l'euro, on est taxé au minimum à 82%, même les gens qui ne sont pas imposés sur le revenu. Donc effectivement qu'on a envie de les garder. Et effectivement que ça rend crevard, qu'on a envie d'en avoir le plus possible. Quand on crée la monnaie tous les jours, on n'a plus le même rapport. Ça change tout en fait. C'est très rassurant pour l'avenir. Voilà, je voulais juste dire que le dividende universel, ça ne suffit pas à vivre. Une remarque sur le dividende universel, il y a un calcul très simple à faire en appliquant les formules de la monnaie libre à l'euro, en prenant le nombre de citoyens européens, la masse monétaire en euros. Si demain, je ne sais pas, la BCE décidait de transformer l'euro en une monnaie à dividende universel et qu'elle l'imposait, ce serait donc pas une monnaie libre, elle respecterait que les 3 des 4 libertés. On fait le calcul, le DU serait de 20 € par jour par citoyen européen. Donc moi, je ne vivrais pas avec 20 € par jour, personnellement, même s'il y en a qui y arrivent. Donc voilà, pour dire le DU, ça ne fait pas tout. Mais en gros, 20 € par jour, c'est la part de monnaie que vous auriez le droit de créer, que les banques elles créent à votre place. Du coup, par rapport justement au dividende universel, qu'est-ce qui m'empêcherait de créer une armée de zombies? Par ça, je veux dire, qu'est-ce qui se passe au compte qui meurt, dont je peux récupérer le mot de passe, dont je peux récupérer le crédentiel, et dire Pépé décède, il me donne son mot de passe, ma pote Marie décide de quitter le système, elle me donne le sien, et je crée un petit bot qui accumule les comptes morts et qui reprend tous leurs mots de passe. Alors ça, c'est interdit par la licence, en fait. Et si tu le fais, il faut arriver à bien le cacher, parce que s'il y a une personne qui s'en rend compte, elle va le dire, et il va lui donner comme consigne de plus de certifier, ou de ne pas certifier ces nouveaux comptes-là. Ces comptes-là, en fait, qui sont des comptes de mort, n'ont plus le droit d'être certifiés normalement. Et si tu les gardes, tu vas devoir les faire recertifier tous les 2 ans, puisque c'est tous les 2 ans on renouvelle les certifications. Et au renouvellement, comment tu vas justifier aux gens qui les connaissaient, donc qui savent qu'ils sont morts, que en fait tu veux garder ces comptes? C'est un peu compliqué. S'ils sont tous complices, ça va, mais plus il y a de complices, moins le secret sera gardé. Si tu n'as pas assez de complices, t'en as un seul qui n'est pas complice, c'est mort, parce que il va le dire et voilà. Et s'ils sont tous complices, c'est mort aussi, parce que ça veut dire que le secret va vite fuiter. Un bon secret n'a qu'un seul gardien. Ouais. Moi, j'ai fait mes études à Toulouse. Du coup, par hasard, je suis un peu tombé là-dessus. Mais j'avais un compte, j'étais certifié, mais j'ai pas renouvelé la certification. Donc là, j'ai 6800 thunes. Je peux acheter quoi avec ça aujourd'hui? Tu peux aller voir sur Géchange. Un vélo? Okay. Un Fairphone. Okay. Non, un Fairphone, ça peut-être faire un peu juste. C'est 7000, je crois. Ah oui, c'est presque. On va bosser. Mais ouais, du coup, j'avais fait 2-3 échanges, j'avais gagné un petit peu, mais sinon, c'est juste le dividende universel. Sur un an, du coup, ça fait sur un an. 6000, tu peux acheter beaucoup de choses. Okay. Un an, c'est environ 3700 thunes, donc tu avais dû vendre un peu quand même. J'espère qu'il n'y a pas de drogue.
Il y a eu un tiny house visiblement, j'aimerais avoir les sources parce qu'effectivement j'en parle souvent mais j'ai pas eu les sources donc ça se trouve je raconte des conneries. Mais la tiny house et Pi Nguyen, il me semble qu'il était sur le fait d'acheter un terrain en June aussi. Il y a une voiture qui a été vendue en June il n'y a pas longtemps. Il y a un camping-car. Le truc c'est qu'en fait il y a des offres aussi qui partent au bout de quelques heures. Hein. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui disait tout de suite quelqu'un est intéressé, ça part tout de suite. Et j'ai vu des MacBooks, moi j'ai acheté un blouson de moto. 16h30, ouais. Et d'ailleurs, je préfère le dire parce que ça a marché pour le blouson de moto. J'ai posté une annonce là-dedans, comme quoi je demandais. Je dis, mais personne vend ça parce que j'ai besoin de ça. Bah, 2 jours après, j'ai vu deux annonces, dont Cédric, et qui me dit, bah ouais, bien sûr, j'en ai 3. Donc en fait, si tu veux, je t'envoie. Ah bah merde, bah, génial. Donc en fait, on peut faire ça aussi. Hein. C'est-à-dire qu'on peut exprimer ses demandes, on peut exprimer ses offres, on peut exprimer ce qu'on veut. Mais voilà. Oui, on est exemple de choses à acheter aussi. Moi, j'ai acheté ce smartphone en juin, 2000 juin à peu près, que j'ai depuis 2 ans maintenant. Donc voilà, si on peut acheter des choses utiles en juin. Alors, évidemment, la June se développe d'abord dans le marché de l'occasion. Après, on a aussi des producteurs qui commencent à vendre ce qu'ils produisent. On a par exemple un producteur de miel, on a aussi un maraîcher à Toulouse qui vend un peu des fruits et légumes. Et sinon, instrument de musique, on a aussi surtout du service. Il y a beaucoup de services. Évidemment, le service de l'occasion, c'est ce qui est le plus simple à déployer au début, puisque forcément, quand on lance une monnaie, elle a peu de valeur au début. Plus on sera nombreux, plus elle va prendre de la valeur. Aujourd'hui, on est 2500 à l'utiliser, alors qu'il y a 300 millions d'utilisateurs de l'euro. On estime que pour qu'une monnaie propose toute une panoplie de biens et services diversifiés, il faut environ 1 million de membres. En dessous, on ne sera pas complet au niveau biens et services. Il y a des exemples qui sont entièrement en June, par exemple la bière monnaie libre qui est brassée en June, le houblon en June, le transport en June, et ils ont réussi à tout faire. Et il y a des gens qui sont encore un peu mixtes. Ça veut dire qu'ils ont des dépenses mixtes en euro June et ils vendent en mixte euro June. Il y a une répartition qui se fait souvent, c'est matières premières et temps. Travail. Et donc, les matières premières qui viennent en euros sont souvent payées en euros et le temps de travail en June. Mais voilà. Ok, merci à tous. C'est l'heure, donc on va conclure là.